PlayStation. Une course-poursuite dans les bois, pas si endiablée, face à face dans le désert et un match retour. C'est Allociné l'émission et aujourd'hui, on va débriefer la série Obi-Wan Kenobi. Comment ils vont autour de la table? Je dis d'abord bonjour à monsieur, le rédacteur en chef de Allociné. Avant la fin de la saison, tu ne m'appelleras plus monsieur. Bon alors Yo-Yo? Bah ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Monsieur. Ouais, monsieur Yo-Yo. Ouais, ça va très bien. Et vous-même? Bah écoute, ça va. Obi-Wan, on va en parler tout à l'heure. On va en parler de grosses attentes, grosses déceptions. Ah, mais tout le monde ne sera pas d'accord. Oui, moi je suis d'accord. Mais il est déguisé en Dark Vador aujourd'hui, c'est pour ça. Oui, j'essaye de survivre tant bien que mal, d'accord. C'est pour vos vacances que je fais ça. Non mais c'est Et on t'en remercie. Il est du côté obscur. Très bon move. Mégane aussi est avec nous. Hello, hello. De la rédaction d'Allociné. Comment ça va? Mais ça va très bien, merci. Alors, et toi? Mais moi ça va bien. Ça va bien, je suis content d'être avec vous et surtout, oui. C'est le moment de te demander, est-ce que les sorties sont denses, variées? Variées toujours. J'essaie toujours de varier les plaisirs. Après, est-ce que j'aurai le temps? C'est toujours une question. Aujourd'hui, on a 10 minutes en plus. Bon. Donc tu auras le temps. Réponse en fin d'émission. Ted, salut. Moi ça va moyen, malade, mais pas le Covid, donc j'étais très content de le savoir. Tu tousses, t'as la gorge qui est prise, tu fais « Eh merde, ça y est, c'est mon tour ». Et au final, non, donc tant mieux, mais bon... Comme j'ai dit, pour vos vacances à vous, vaut mieux que je porte un masque, comme ça on est tranquille. Et on est très content de cette attention. De l'autre côté du plateau, Max de Allociné est avec nous. Comment ça va, Max? Ça va et toi? Enfin, on a déjà la réponse. Ouais, mais bah oui, moi ça va. Bien sûr, non, mais oui, c'est pour ça. On va croire comme je suis le Daniel chaque fois qu'en fait je suis mal poli, mais non, en fait, comment vas-tu? Mais écoute, je vais très bien, encore une fois. Et du coup, alors c'est news. C'est mieux que la semaine dernière. On va dire ça commence, il y a un peu plus de biscuits que la semaine dernière où c'était un peu les fonds de tiroir. Là, ça ils se disent, allez, on a encore des trucs à balancer avant les vacances. J'ai vu qu'il y avait des petits renouvellements. Des petits voilà. Bien sûr, je me suis dit que ça allait te faire plaisir. Voilà. Enfin, peut-être pas sur les annonces. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Et Juliana de 2 heures de perdu est aussi avec nous. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très contente d'être là avec vous. Tu as sorti avec la déco? Oui, je me suis presque déguisée en mignon aujourd'hui, mais de l'autre bord, quoi. Mais pourquoi cette déco Alors, mais non, ça c'est ma réplique. Mais pourquoi cette déco, Johan? Eh bien, car nous aurons le plaisir d'ici quelques minutes d'accueillir en plateau un superviseur de l'animation de chez Illumination, MacGuff, qui sont donc les gens qui fabriquent les mignons et accessoirement les films qui vont avec. Et donc en fait, il va venir nous expliquer un peu son travail sur les Mignons 2, mais plus largement, c'est quoi un animateur en animation, et répondre aussi à vos questions si vous en avez dans le chat. Donc ça sera super intéressant. Et c'est quelqu'un de très sympathique. Et c'est en plus quelqu'un de très sympathique. Ce sera juste après les news, mais du coup, je vous propose de commencer l'émission. Ça tourne. Et on commence, Max, ce tour des news par des nouvelles de l'un des gros films français de 2023. Ouais, exactement, Steve. Vous avez un peu suivi l'actu récemment. Vous savez que, à part Vincent Cassel qui sera dans les deux, en fait, les acteurs français l'an prochain seront répartis entre deux projets. D'un côté, Les Trois Mousquetaires, donc qui sortira en deux parties en avril et en décembre. De l'autre côté, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé et interprété par Guillaume Canet, qui commence un petit peu à se dévoiler puisqu'on a découvert hier la toute première affiche du film qui est assez minimaliste puisqu'on y voit Astérix et Obélix joué par Guillaume Canet et Gilles Lelouch et un petit peu Idéfix qui est joué par un chien dont je n'ai absolument pas le nom pour l'instant, mais on a la confirmation évidemment de la date de sortie qui sera le 1er février 2023, ça avait été annoncé il y a un bout de temps et ça ne bouge pas pour le moment. Alors, l'affiche, on révèle pas trop, mais par contre, il y a eu des annonces au niveau casting. Ah oui, des annonces assez énormes. C'est vrai que comme tous les films Astérix, aussi bien en animation qu'en prise de vue réelle, il y a toujours un casting assez démentiel. Donc je vous ai listé comme quelques noms, sachant que c'est à peu près la moitié du casting. Donc aux côtés de Guillaume Canet et Gilles Lelouch, nous aurons Vincent Cassel qui incarnera César, Marion Cotillard sera Cléopâtre, Jonathan Cohen sera un personnage qui s'appelle Grain de Maïs, nous aurons Pierre Richard en Panoramix, Jérôme Commandeur en Abraham Courcis, le chef du village. Oui, un peu jeune, mais Audrey Lamy en Bonne Mine, la femme du chef du village. Philippe Catherine en Assurance Tourix. Et on aura aussi, ça c'est pour les personnages principaux, les personnages issus vraiment de la BD qui ont des rôles
à peu près important. Et on aura aussi, comme à chaque fois, en fait, des caméos, notamment Angèle, la chanteuse qui incarnera Falbala, qui avait notamment été jouée par Laetitia Casta en 99, ou Zlatan Ibrahimovic qui jouera Antivirus. Il n'y en a pas eu assez avec aux Jeux Olympiques je croyais que c'était lui. Je veux dire, est-ce qu'il était pas dans c'était pas lui Non, c'était pas lui, hein, c'était Zidane. Ah, il me semble qu'il y avait pourtant Zlatan qu'il avait déjà fait un. Ok, je me mélange. C'était un autre colosse, mais à l'époque, Zlatan était. Mais c'est un peu daté, Zlatan, non? Un peu, ouais. Bah non, il joue encore. Oui, mais bon, c'est daté. Ouais. C'est-à-dire que c'est plutôt Mbappé, Messi, tout ça aujourd'hui, non ou pas? Bah écoute, je pense qu'il coûtait très cher. Je pense. Mais après, le mec, c'est un peu aussi c'est un peu un acteur à lui tout seul finalement. C'est un peu un personnage, donc je pense que c'est pour ça. Puis pour jouer, je crois que c'est le personnage Antivirus, c'est une espèce de colosse. Je pense que ça marchait mieux que lui que Messi sur ce rôle. On est d'accord que c'est un scénario original. Oui, parce que c'est vrai qu'on aurait pu croire que, par exemple, les Jeux Olympiques, c'est adapté d'une bande dessinée. Là, c'est vraiment inspiré, évidemment, des créations de Goscinny et Uderzo, mais c'est vraiment un scénario original qui, comme son titre le laisse un petit peu deviner, en fait, va se passer en grande partie en Chine, puisque c'est là que Astérix et Obélix doivent se rendre pour aider une princesse à sauver sa mère, qui est l'impératrice, et à sauver son pays, qui est sous le coup d'un coup d'État qui a été organisé par un prince félon. Et finalement, t'as quasiment rien qui a été tourné en Chine, puisqu'il y avait le Covid, et que moi j'ai bossé sur le film. Et qu'il y avait des raisons politiques aussi qui faisaient que une partie du casting, dont Ibrahimovic, n'était pas chaud pour aller tourner, aller tourner sur place. Donc ils ont dû réorganiser beaucoup ce qui était prévu. Ils ont refait carrément des morceaux de rues chinoises, des temples chinois. C'était magnifique à voir, parce que c'était juste à côté du village, ce qui est très drôle. C'est que quand toi tu tournes dans le village, t'es à côté, en fait, tous les autres morceaux. Après, ils tournaient les pirates, par exemple, des choses comme ça. Et donc tu voyais tous les autres décors juste à côté. Et c'est surtout parce qu'il y a énormément en fait de FX sur ce film-là que il sort que très tardivement dans l'année. Finalement, nous on a terminé de le tourner, ce film-là, c'était l'été dernier. Donc c'est vrai que quand même 2 ans presque. C'est même pas une question de Covid aussi, cette date de sortie, parce qu'elle a été annoncée au moment où les sorties étaient à peu près stabilisées, donc tu savais que tu pouvais commencer à planifier un film avec certitude. Donc ça, c'est de la post-production qui est super longue. Alors ça vous inspire quoi, ce nouvel Astérix et ce casting autour de la table et ce nouveau réalisateur aussi? Alors moi j'aime bien l'affiche. Les premières photos qu'on avait vues passer, mais du coup ça remonte un peu. Les essais costumes. On n'était pas forcément chaud. Là, j'aime bien l'affiche. Je trouve que Gilles Lelouch, ça le fait bien. Et après, je suis curieux de ce que nous, on avait rencontré Vincent Cassel qui nous avait un peu parlé de son rôle de César et il nous avait dit les gens n'imaginent pas à quel point ils vont rire. Et jusque-là, Guillaume Canet n'était pas un mec qui me faisait hurler de rire. Donc la comédie selon Guillaume Canet, je suis curieux de voir ce que ça peut donner en fait. Et je dis pas que ça va pas marcher, mais je suis curieux du coup. Mégane ? Pour moi, il n'y aura rien de mieux que Mission Cléopâtre, mais je suis quand même très curieuse parce que c'est un sacré casting. Il y a quand même des gens très très drôles. Enfin, je pense à Jérôme Commandeur, Jonathan Cohen, rien que ça. Puis même Philippe Catherine comment il s'appelle, Assurance Touriste, merci. Je pense que ça peut bien fonctionner, mais après, à voir dans quelle direction ils partent. Mais je suis quand même très curieuse de voir le résultat. Ted, est-ce que tu peux en parler seulement? Oui, je peux donner un avis. Je peux pas vous raconter les scènes puisque voilà. Mais j'ai bossé 10 jours dans le village. Mais pour rassurer les gens, Lelouch fait un merveilleux Obélix. Et Dieu sait que pourtant je suis team Depardieu, etc. Même si les 2 derniers étaient moins fans. Mais Lelouch remplit exactement la case, c'est-à-dire il amène vraiment le côté enfantin qu'il faut, etc. Il y a des scènes que moi j'aurais voulu voir depuis très longtemps qui enfin arrivent dans ce film, donc je suis assez content. Un peu plus perplexe sur Astérix, je vais pas le cacher. J'avouerais que Canet en Astérix, je suis un peu moins fan. Mais bon, comparé à Cornillac et Édouard Baird qui étaient catastrophiques, il peut faire que mieux. Après, c'est vrai que j'ai encore une tendresse pour Clavier, par exemple, Astérix, qui était plus intéressant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il pourrait plus le faire. Voilà. Puis après, non, je trouve qu'il y a une belle alchimie en fait avec tout le monde. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu d'autres gens qui étaient au village et qu'on n'a pas cité là. Et donc, je pense qu'il y a d'autres surprises qui arriveront. Et j'ai bien hâte de le voir. Ouais, franchement, j'étais très fier en tout cas d'être sur ce projet-là, moi. Juliana ? Moi, je suis un peu comme Mégane, rien n'égalera pour moi Mission Cléopâtre. J'avais un peu lâché l'affaire, je crois que j'ai pas vu les derniers en prise de vue réelle, j'avais vu les derniers animations Alexandre Astier, que j'avais quand même, le premier que j'avais beaucoup aimé. Non, je t'entends parler de Gilles Lelouch et j'imagine vraiment un Obélix qui fait « Tu connais pas les quartiers nord de la Gaule ?» tu vois, genre Mais non, j'attends, j'irai par curiosité, je pense, parce que ça a l'air d'être quand même... surtout si t'es dedans, j'irai 2 fois plus par curiosité. Je fais un tout petit passage. Ouais, mais c'est comme
Notre-Dame brûle, en fait, on te cherche comme ça. On dit, Oui, oui. c'est ce qui arrive. Là, C'est je crois où que tu me verras un est-elle peu plus maintenant frontalement, tu vois, c'est bon. Mais non, je suis curieuse quand même de voir ce que ça va donner. Moi, j'y vais toujours avec plein de bienveillance et de curiosité. Max, t'avais tout vu, toi? T'avais vu tous les Astérix en prise de vue réelle? Même les anciens. Ouais. Oui, bien sûr, je les ai tous vus. Pareil, en fait, tu te dis que tu peux difficilement faire mieux que Mission Cléopâtre parce que la clé, en fait, pour réussir les Astérix, c'est d'avoir un univers cohérent et d'avoir un vrai univers, ce que jusqu'ici, seul Chabat avait. Parce que Todd Zidi, il n'a pas vraiment un univers. Thomas Langman et Frédéric Forestier, le but, c'était de bouffer à tous les râteliers, donc forcément, c'était pas un univers. Et Laurent Tirard, je trouve que son film était plus cohérent, mais beaucoup trop sage. Parce que c'est pas un mec qui a vraiment une patte, en fait. C'est qu'il écrit pas trop mal et il dirige pas trop mal, mais il manquait quelque chose. Là, vraiment, c'est comme vous, en fait, je suis curieuse, que je sais pas à quoi ça va ressembler. Vraiment, j'arrive pas à imaginer en fait à quoi va ressembler le film et j'attends de voir les premières images pour avoir une idée un peu de l'ambiance, du style, parce que les Jeux Olympiques, dès les bandes annonces, on sentait que c'était un peu. Ça serait compliqué, ouais. Ça allait être un peu. On a ramené des stars parce qu'on veut faire vendre le film, mais on n'a aucune ligne directrice et ça va être un peu le boxon. Et en fait, je me dis peut-être que Guillaume Canet a réussi un truc qui se tient beaucoup plus. Après, il faut voir la personnalité de son Astérix, le film et son Astérix, le personnage. C'est toujours la difficulté de toute façon sur l'adaptation des bandes dessinées, c'est d'être à la fois un peu cartoon pour embrasser quand même ce truc très BD et très, de l'identité carrément de Astérix et tout, mais sans être non plus trop de pas tomber dans quelque chose de trop ridicule ou pas manquer son coup, quoi. En tout cas, 58% les gens qui nous écoutent en ce moment sur Twitch sont en attente du film. Ils attendent de le voir, contre 35% de pas hype et 7% de. Mais ceux qui aiment Chabat, de toute façon, il y a une série Netflix qui va faire sur Astérix. Ouais, une série animée. Ouais, une série animée. Donc il y aura le retour, ça va être intéressant. On enchaîne avec une bonne et une mauvaise nouvelle sur notre gros film de 2023. Max. Exactement, et c'est sur la deuxième partie de Dune. Donc je commence par la mauvaise nouvelle, puisqu'on a appris en fin de semaine dernière que la sortie du film serait repoussée de pas très longtemps, puisque au lieu de sortir le 18 octobre 2023, il sortira le 15 novembre 2023 en France. Oui, ça va. C'est pas grand-chose. C'est un petit mois. Pourquoi? On n'a pas eu de raison officielle. Je me demande si, par rapport à ce qu'on avait évoqué il n'y a pas longtemps, c'est pas parce qu'ils voudraient caler la sortie de la suite de Joker en octobre 2023, parce que c'est un créneau qui était le créneau du premier film. Ça leur avait beaucoup réussi avec plus d'1 milliard de dollars de recettes. Et je me demande si, justement, en fait, en espaçant les deux films de un mois, ça leur évite de se marcher sur les pieds et de risquer que l'un nuise à l'autre. Mais après, c'est vraiment qu'une supposition, parce qu'il n'y a absolument pas eu de vraie raison officielle à ce report, qui est très léger. Tu avais parlé d'une bonne nouvelle aussi? Oui, la bonne nouvelle, c'est que le tournage a commencé hier en Italie. Enfin, ce qu'on appelle le pré-tournage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la seconde équipe qui tourne quelques plans en Italie. Et normalement, le casting arrivera dans le courant du mois en Hongrie avec Denis Villeneuve, le réalisateur, pour vraiment les prises de vue principales. Alors, tu parles de casting. Tu as quelques noms, évidemment, à nous dire pour cette Oui, alors, évidemment, au-delà des personnages encore vivants à la fin du premier opus. Sans spoil. Voilà, exactement, ce que je vais pas citer parce qu'on ne sait jamais. On a, pensant, quatre renforts côté casting. On a Christopher Walken qui jouera l'empereur Shaddam IV, le grand méchant de l'histoire. On aura Florence Pugh qui jouera la princesse Irulan, sa fille. On aura Austin Butler, le Elvis actuel et futur Oscar du meilleur acteur, je l'annonce ici, qui va jouer le personnage de Fade Rota, qui était joué par Sting dans le film de David Lynch. Et dernier ajout de casting, on a Léa Seydoux qui jouera le personnage de Lady Margot, qui par contre est un personnage très réduit dans le livre parce qu'elle n'était pas dans le film de David Lynch, par exemple. Ok. Moi, ça me désespère. Seydoux, elle est partout, quoi. C'est terrible. Il n'y a pas d'autres actrices françaises, bordel de merde, que Seydoux. Moi, franchement, Seydoux, je ne comprends pas pourquoi il font les beaux yeux. Aucune idée. Mais je t'avouerai que Seydoux, à chaque fois que je la vois dans un film, moi, je trouve qu'elle tape à côté. Alors, ça m'emmerde. Chaque fois de la voir dans des super beaux films, quoi. Le dernier James Bond, par exemple, putain, Seydoux, c'était dur. Oh, Seydoux, c'est dur en plus. Ah oui, oh merde, putain. Merci. Allez. En attendant, la date de sortie, elle est pour quand, s'il te plaît? Donc tu nous as dit c'est en novembre, c'est ça? Ouais, le 15 novembre 2023, c'est vraiment la date française puisqu'il sortira 2 jours après aux États-Unis, donc le 17 novembre. Et sans spoiler, dire de se préparer à un duel entre Timothée Chalamet et Austin Butler, ça peut donner un truc pas mal. Ouais. Ça peut donner un truc pas mal, ouais. Austin Butler, quel homme, quelle présence, quel acteur. J'ai vu Elvis. Oui, bah oui, je m'en suis douté. Allez le voir. Pour la première fois, on va pas être Team Chalamet.
Ah non, mais moi je suis plus. Oui, alors que dans le précédent, t'étais plus team Kyle MacLachlan. Là, tu vas être un peu déçu par la fin. On se fait le petit point sur les séries annulées et renouvelées. Bien sûr, carrément, puisqu'il y a eu quelques annonces récemment. Ce qu'on peut faire, c'est comme les fois précédentes, tu me dis le nom de la série et je te dis si c'est annulé ou Je renouvelé. vais même pas jouer avec vous parce que vous avez déjà les infos. Oui, voilà. Mais du coup, OVNI. Alors OVNI, ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle de la semaine puisque la série française de Canal+ a été annulée et donc il n'y aura pas de saison 3, malheureusement. C'est nul. Ouais. Est-ce qu'il y a une fin quand même un peu ou ça s'arrête en autre boudin? C'est-à-dire que ça peut se finir là, l'expression mais des années 30. Ouais, exactement. Mais en même temps, c'est raccord avec l'ambiance de la série, mais en fait, ça peut se finir là, mais il y avait quand même des choses encore à raconter. The Time Traveler's Wife. Alors ça, c'est tout récent, donc la série est également annulée. Il n'y aura pas de saison 2. Il y avait eu un film avec Eric Bana et Rachel McAdams qui n'avait pas beaucoup marché. On a désormais une série créée par l'un des showrunners de Doctor Who qui n'aura pas beaucoup plus marché. Donc voilà. Alors moi j'ai tout vu et j'ai trouvé que ça commençait assez bien, mais alors la fin. Mais ça, en fait, déjà, je pensais que c'était une mini-série. Donc, quand j'ai vu que c'était pas renouvelé, je fais ah ok. Oui, alors, je pensais aussi au départ. Mais la fin de saison, je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans cette fin de saison. Donc, même que eux, peut-être n'y croyaient déjà plus. Je sais pas si c'était pressenti ou pas, mais ça se finit en autre boudin, figure-toi. Ah, c'était celle-ci. Là, voilà. On y retourne. Et donc ça, c'est visible sur OCS puisque c'était une série HBO. Et enfin, Magnum. Alors Magnum, donc la version de 2018, eh bien écoutez, on a une nouvelle catégorie qui s'appelle ni annulé ni renouvelé, mais repêché, puisque il y a une semaine où la série était encore annulée par la chaîne CBS aux États-Unis, et finalement une autre chaîne, donc la chaîne NBC qui appartient à Universal, l'a récupérée et l'a renouvelée pour 2 saisons supplémentaires. Ça arrive quand même assez, c'est rare. Je dirais pas assez régulièrement, mais ça arrive quelques fois. Par exemple, Brooklyn Nine-Nine. Qui avait été lancé sur la chaîne Fox aux États-Unis, avait été annulé et c'était déjà NBC qui l'avait récupéré pour ses dernières saisons. Il y avait eu Scrubs aussi qui était passé de NBC à la chaîne ABC aussi. Ça peut arriver Cobra parfois. Kai aussi qui était chez Sony YouTube au début et qui était passé chez Netflix. Qui passait chez Netflix. Ouais, Netflix maintenant c'est que les plateformes ça devient aussi une porte de sortie pour quelques séries, notamment la série Manifest qui est en intégralité maintenant sur Netflix. Mais il peut arriver que maintenant, quand une série est annulée, il y a encore un petit espoir parce que les droits peuvent être rachetés par une autre chaîne. Et si c'était pas le cas, la série aurait été annulée. Donc là, vraiment 2 saisons de plus pour la série Magnum. En France, d'ailleurs. En France, c'est extrêmement rare que ça arrive. Pour le coup, OVNI ne va pas débarquer sur France 2, je vous l'annonce dès maintenant. Non, mais ni sur Netflix. Oui, c'est dommage. Il y avait les gars du zapping qui avaient été virés de Canal et qu'on fait vu sur France 2. Dailymotion, non? Ouais, ça. Ah oui. Tu es venu aussi en bref avec des nouvelles de Tom Cruise. Exactement, parce que Tom Cruise, donc, qui a eu 60 ans ce dimanche et qui a fêté ça de façon, on va dire, assez particulière. On a une photo à vous montrer. Si vous nous écoutez en podcast, allez voir sur le compte Twitter de Christopher McQuarrie, vous y verrez Tom Cruise accroché à un avion qui est un petit peu en train de faire une vrille. Parce que Tom Cruise, en fait, quand tu fais ton anniversaire, en général, tu te mets la tête à l'envers, de façon assez au sens figuré. Tom Cruise, lui, il le fait carrément littéralement, avec ce qui est donc pour l'instant la première photo officielle de Mission Impossible 8, puisqu'on avait déjà vu des photos de tournage de cette séquence il n'y a pas longtemps. Et donc apparemment, il a appris à piloter un biplan qui est un avion qui date de la Seconde Guerre mondiale. Et de ce que des gens ont vu sur le tournage, c'est-à-dire qu'il est. Il pilote pas, pardon. Non, en fait, on voit le pilote en fait. C'est Tom Cruise en même temps, il serait capable de piloter dans le sens, quoi. Et là, il a la tête à l'endroit. C'est l'avion qui est à l'envers. C'est. Il porte l'avion. C'est bizarre. En fait, il gruge un peu. Mais en tout cas, apparemment, il est accroché à l'avion, puis l'avion va faire des vrilles, des loopings, et lui, il va revenir dedans. Donc, un truc assez vertigineux. On a Rob sur le chat qui nous dit que non, en fait, il est en train de soulever l'avion là. C'est aussi possible. Il le remet droit en fait parce que l'avion est en train de vriller. Et par contre, pour voir cette séquence-là, il faudra attendre un petit peu puisque le film ne sortira que le 26 juin 2024. Mais la bonne nouvelle avec les Missions Impossibles, c'est que très souvent, ils mettent des images de la très grosse cascade du film dans la bande-annonce. Comme on a vu dans la bande-annonce du 7, le saut depuis la falaise à moto, en fait, on le voit déjà. Donc, on en aura un aperçu, j'espère, assez rapidement. Merci à toi, Max, pour toutes ces news. Je vous propose d'enchaîner avec la suite et notamment avec notre invité, puisqu'on accueille tout de suite Emmanuel Vergne. Retour plateau, Allo Ciné, l'émission avant-dernière de la saison, et on reçoit Emmanuel Vergne, superviseur d'animation. Lead.
lead Sur le dossier de presse, c'est marqué superviseur animation. Ah oui. Lead supervisor animation. Parce que les Américains, ils ont une nomenclature différente. Les directeurs d'animation en France, enfin les superviseurs d'animation en France, c'est les directeurs d'animation aux États-Unis. Et les leads en France, c'est les superviseurs aux États-Unis. Donc là, c'est le chef qu'on a face à nous. C'est ça qu'il voulait préciser. Le petit. Il voulait dire je suis chef. Le mini-boss. Le mini-boss. Donc tu as travaillé sur de nombreux films d'animation. On se souvient de numéro 9, de la saga Moi Moche et Méchant, Les Mignons, Comme des Bêtes ou Le Grinch. Et je crois que monsieur le rédacteur en chef d'Allociné a quelques questions pour toi. J'ai plein de questions, vous en aurez aussi, le chat en aura aussi, donc n'hésitez pas. Déjà, juste dire qu'en fait, on se connaît avec Emmanuel, donc c'est important de le savoir, puisque nos deux fistons sont meilleurs amis du monde. Ah voilà, donc en fait, voilà, ça fait un moment que je lui dis, mais il faut absolument que tu viennes. C'est mignon. Faut que tu viennes parler de ton boulot dans notre émission. On attendait le bon moment, et voilà, la sortie des Mignons fait que c'est le bon moment, et ce qui va permettre de parler et du film et d'un boulot qu'on connaît pas forcément, voilà, à savoir l'animateur ou lead animateur. Première question que j'ai envie de te poser, en rapport plutôt avec les images qu'on vient de voir avec Les Mignons 2, donc qui sort demain. C'est combien de temps de boulot pour toi et pour l'équipe, et du coup, sachant que le film a été décalé en plus, et donc en fait de découvrir ça avec toutes ces années de retard, c'est-à-dire que nous on se marre aujourd'hui, on se dit on a trop hâte de le voir demain, mais vous c'est un truc, ça fait je sais pas 6 ou 7 ans que vous travaillez dessus, enfin je sais pas combien de temps. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il a été lancé. Moi j'ai commencé dessus, ça devait être il y a 3 ans et demi. J'ai commencé en pré-prod. L'animation, il y a 2 parties. Il y a la pré-production où on met en place les outils, on met en place les personnages, ce qu'on appelle les rigs, qui nous permettent de manipuler les personnages. On fait plein de tests, des tests techniques, des tests de caractérisation, trouver comment faire bouger les personnages, trouver leur mimique corporelle bien spécifique. Et tout ça, on explore ça pendant la phase de pré-production, qui peut durer 6-8 mois. En moyenne, et après là l'animation ça s'est étalé sur 1 an et demi, un truc comme ça, et du coup oui, le film aurait dû sortir il y a 2 ans. Et alors, toi, donc en tant que lead animateur, est-ce qu'on peut expliquer déjà, voilà, c'est quoi le rôle d'un animateur et c'est quoi le rôle d'un lead animateur? Parce que c'est vrai que les différentes strates des métiers de l'animation, on les connaît pas forcément. On voit ce que c'est un réalisateur ou un directeur photo, peut-être moins les différents métiers de l'animation. Alors, on a une organisation, en tout cas au studio, qui est assez pyramidale. Il y a le réalisateur en haut, ou les réalisateurs en haut. Ensuite, chaque département va avoir un superviseur, et chaque superviseur, enfin, plusieurs superviseurs. Et il y a de nombreux animateurs. Je crois que sur Mignon 2, on était entre 80, je crois, 80-90, répartis en plusieurs équipes. Et chaque équipe a un lead qui encadre l'équipe et qui suit les gens au quotidien, qui les aide au quotidien, et qui anime aussi, parce qu'on doit sortir des plans. Et on aide les gens à s'assurer que ils s'en sortent techniquement, qu'ils ont tous les éléments pour pouvoir avancer. S'assurer que les notes des réalisateurs ont été bien compris et bien corrigées. Et on participe ce qu'on appelle les rounds, c'est les réunions de présentation aux réalisateurs. Où on se réunit dans une salle avec un grand écran et on regarde les plans et on discute autour des plans, des séquences, qu'est-ce que ça doit raconter, est-ce que les intentions ont été bien comprises par les animateurs, et si jamais ça ne va pas, on doit trouver des solutions et du coup on change jusqu'à ce que ça soit bon. Et alors sur un film comme ça, on le voit énormément de personnages. Ouais. Voilà, ça a l'air vraiment de partir dans tous les sens. Concrètement, toi, est-ce que tu as été attribué sur un personnage en particulier, ou ça se décide plutôt séquence par séquence ou morceau par morceau? Ça peut même aller plan par plan. Alors, on n'a pas d'organisation au personnage au studio, en tout cas pas encore. Pas comme à la belle époque de Disney où il y avait une équipe en charge de tel perso, ou même à DreamWorks à l'époque de la 2D. Parce qu'on n'a pas besoin de dessiner les personnages. On en parlera peut-être plus tard, mais en général, on essaie, dans la mesure du possible, d'avoir un bout de séquence assigné à une équipe, que ce soit plus simple à organiser. Mais après, en fonction des contraintes de prod, ça peut être éclaté. Il y a un plan dans une équipe, un plan dans une autre, ce qui facilite pas toujours les choses. Mais ce qui demande, du coup, beaucoup de coordination. Mais du coup, pour finir de répondre à ta question, on est amené à toucher un peu tous les persos.
D'accord. Moi, j'ai animé tous les 4 mignons principaux. J'ai animé Grou, j'ai animé Madame Cho, j'ai animé Nefario. Un peu tout ça. Et alors, alors ça rejoint ce que tu expliquais sur le travail de préparation et de pré-production. Comment on définit justement les body language ou je ne sais pas quelle est la traduction française. Moi, j'aime bien Langage corporel. langage corporel. Moi, j'aime bien dire body language. Langage corporel, ça fait un peu pub pour le shampoing. Voilà, parce qu'un mignon ne bouge pas comme un humain. Nefario, qui est toujours sur. Enfin, là, il est peut-être moins vieux, mais en tout cas, il est plus âgé. Il bouge pas comme un enfant, comme Grou. Les mignons entre eux ne bougent pas de la même façon. Donc, comment ça se travaille tout ça sur Avec beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs et beaucoup de changements. On fait plein de tests, tout simplement, en pré-prod principalement. Là, on avait la chance, comme c'est le 5e de l'univers Moche et Méchant, on avait quand même 4 autres films avant pour avoir cerné un petit peu qui sont les personnages. Encore que pour Grou jeune, à cet âge-là, on l'avait juste entreaperçu à la fin du premier Mignon. Et du coup, il a fallu étudier beaucoup de refs. Et voilà, on nous fournit des voix en pré-prod et on fait des tests dessus, on voit ce qui marche, ce qui marche pas. On teste des types de caractères. Sur Otto, on est passé par plein de phases différentes jusqu'à arriver à celle où il est hyper bavard et parfois insupportable. Mais pour le coup, ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Et est-ce que ça existe encore? Parce que peut-être que je suis le seul à avoir ce cliché dans la tête, mais quand tu parlais de l'animation dessinée, où en fait il y a l'animateur avec son miroir, qui fait des mimiques et qui essaye de... C'est encore des choses très artisanales que vous faites? Oui. Il y a parmi le kit de démarrage, quand tu arrives au studio, on te fournit un calepin, un crayon et un miroir. Excusez-moi, téléphone, pardon, je rapproche. J'aurais dû l'éteindre avant, pardon. Et oui, on a un miroir où on peut... alors, on n'a pas que un miroir, hein, on a une salle de vidéo ref où on peut se filmer, faire des références, tester des trucs aussi de son côté, entre autres. Après, ça dépend des profils. Il y en a qui aiment dessiner. Il y en a qui vont partir direct bosser... directement sur l'ordinateur. Il y en a qui vont avoir besoin de faire des vidéos ref, se filmer, tester des trucs. Il y en a, ils vont tester des trucs dans leur coin sans même se filmer, juste mimer pour sentir le mouvement, comprendre comment le mouvement, comment créer le mouvement, comment le réinterpréter après avec les persos. Et voilà, plein de façons de travailler différentes. Question de chat, savoir, est-ce que vous travaillez avec les voix finales ou est-ce que vous travaillez avec les voix finales plutôt en anglais du coup, j'imagine. En anglais, ouais. Ok. C'est extrêmement rare que les voix soient refaites après. Vraiment très très rare. Et alors, je croyais qu'il y avait une autre question. Le processus, justement, pour devenir une personne qui anime les Mignons plus tard, etc., quelle est la formation qu'il faut suivre, justement, si là, un est intéressé pour faire le 3, peut-être. Mais donc, comment on passe par les Gobelins, par des choses comme ça? Par exemple, les Gobelins. Moi, je suis passé par les Gobelins. Mais il y en a plein d'autres. Il n'y avait pas, à l'époque où moi, je suis sorti d'école en 2003, il n'y avait pas énormément d'écoles. Il y avait Supinfocom et les Gobelins, surtout. Il y a plein de formations qui sont nées maintenant. Il y en a beaucoup sur le net. Il y a de nouvelles formations sur Paris. Il y en a à Montpellier, il y en a à Angoulême. Plein de choses. Mais après, il y a des gens qui sont arrivés en autodidacte. Il y a vraiment plusieurs chemins qui mènent à ça, quoi. Donc là, si imaginons j'ai un book, je peux le présenter à Illumination en mode hey, regardez. Il le sent sous la table. Alors, parce que moi, je dessine vraiment des bonhommes bâtons. T'as un carnet devant toi en plus, c'est assez étrange. Et je vais te montrer maintenant les idées que j'ai pour le 3. Mais non, c'est juste parce que souvent des gens, ils n'ont pas les contacts, ils savent pas trop où aller, ils sont un peu perdus. Donc ça peut être sympa si. Sur le site du studio, il y a une page de contact où on peut proposer sa candidature. Ouais. D'accord. Il y a toujours moyen. Et tu disais tout à l'heure que le film a été repoussé de 2 ans. Est-ce que tu parlais des tests que vous avez faits, est-ce que ça vous a laissé plus de temps pour faire le film ou avec tous les projets qui sont en cours, vous avez dû le finir quand même en temps et en heure? Il a été fini il y a 2 ans. En fait, tout était prêt pour sortir en juillet 2001. Ah ouais. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, ce truc horrible où tu dis j'aurais bien changé tel détail, tel truc. Ouais, mais non. Non, il y a un moment où en fait on passe tellement de temps sur les plans qu'au bout d'un moment, quand il est fini, on a la valide, t'es content, tu sais que tu vas passer à autre chose. Donc il y a ce côté perfectionniste où t'as pas envie de laisser partir le truc, je corrigerais bien ça encore un petit peu. Mais il y a un moment où voilà, t'as envie. Ouais.
Tu parlais... Pardon, vas-y. J'allais dire, est-ce que toi, tu as un personnage que tu préfères animer par rapport aux autres dans Les Mignons? Est-ce que tu as un chouchou? J'ai bien aimé Grou. Ouais. Plus simple que Les Mignons. Parce que les mignons sont super difficiles à animer en fait. Parce que parce c'est qu'ils des sont blocs beaucoup plus avec simples. des petits membres. Ouais, alors, petits membres, mais surtout ils n'ont pas du tout les mêmes proportions que nous. Ils n'ont pas de cou, ils n'ont pas d'épaule. En fait, on triche énormément. On a souvent l'impression qu'ils sont beaucoup plus simples, mais c'est souvent une tannée. Vraiment. Pour rendre crédible en fait, ils sont pas réalistes du tout, mais à rendre crédible, c'est-à-dire que le spectateur arrive à s'immerger et à croire que dans cet univers-là, ok, j'achète. Ça c'est super dur à faire. Et arriver à traduire des choses qu'on aurait mimées nous en salle de vidéo référence par exemple, c'est plus compliqué. Faut adapter. Ouais, énorme. Il y a une étape de traduction qui est vraiment pas évidente. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'organisation peut-être un petit peu pyramidale en termes de prise de décision, etc. Est-ce qu'il y a quand même une liberté pour que les animateurs proposent des choses? Ah oui, comment ça se passe, cet arbitrage? Ils comptent sur nous là-dessus, surtout sur un projet comme dans l'univers de Despicable Me, où ils attendent vraiment à ce qu'on soit force de proposition. Il y a un pitch initial, il y a un brief de séquence. On sait à peu près ce que la séquence et le plan doivent raconter. On a un brief avec les réals qui nous disent ce qu'ils veulent y voir. Et après, c'est limite carte blanche à vas-y, propose un truc, mais ça doit rentrer dans un cadre qui a été défini à l'avance. Ouais. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez cacher des gags ou des easter eggs ou des choses comme ça? Enfin, vous avez oui, des choses où même le réal ne le sait toujours pas, par exemple. Ah, ça, non. Ça c'est plus délicat. Faut vraiment être bon. Vraiment. Non. En plus, il y a plein d'étapes de validation pour qu'un truc passe inaperçu. Au bout d'un moment, c'est que non. On a voulu fermer les yeux, tu vois. C'est ça qui est... C'est ça. Allez. Et c'est mélangé avec les scénaristes ou pas, le métier un peu d'animation de personnages? Est-ce que toi, tu as un impact aussi sur le scénario originel du film, ou on vous donne le scénario? Non, le scénario est écrit bien en amont. Il est ensuite donné aux storyboarders qui font une première passe de mise en image du scénario. En fait, ils font un peu la traduction de ce qui est écrit en images. Sous forme de petites vignettes qui ressemblent à des cases de BD. Qu'ensuite au montage, c'est ça une des particularités des films d'animation, c'est que le montage se fait en amont de l'animation, contrairement aux prises de vue réelles où tu fais d'abord tes rushs et ensuite tu fais le montage. Là, le montage intervient vraiment très très tôt, bien avant que l'équipe d'anime arrive. Et donc le montage met bout à bout les vignettes. Ensuite, il y a une passe de son qui est mise dessus. Ensuite, il y a plusieurs équipes qui sont en charge de la fabrication de tous les éléments qui seront visibles à l'écran. Les décors, les objets, les personnages, tout. Les textures, tout ça. Ensuite, il y a une autre étape qu'on appelle le rig, dont la responsabilité est de rendre tous ces objets qui sont totalement inertes et inanimables, utilisables par des gens comme nous. Ensuite intervient le layout qui prend le storyboard, les vignettes du storyboard et qui va construire avec tous les éléments qui ont été fabriqués en amont. Ils vont regrouper tout ça, ils vont positionner les caméras, ils vont faire une maquette très 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 basique de ce que le plan doit raconter, de ce que les séquences doivent raconter. Et c'est vraiment, pour moi, c'est les cadreurs, l'équivalent des cadreurs au cinéma. Un gros travail de cadrage et de mise en place de toute la narration caméra, l'enchaînement des plans, tout ça. Et nous, on arrive après, on récupère tout ça. Et oui, on peut proposer des idées qui peuvent avoir un impact relativement limité quand même sur la séquence, mais ça arrive qu'on propose une idée qui remette un peu en question ce qui a été fait sur un ou deux plans autour, mais pas trop à l'échelle du séquence. Non, okay. Et est-ce que vous travaillez déjà avec des éléments en couleur ou... Parce que, par exemple, dans l'animation traditionnelle, il y a un côté, on anime en noir et blanc, et ensuite, il y a des gens qui repassent derrière pour colorier. On a des couleurs très basiques, on a des textures très basiques, mais les vraies couleurs sont gérées à part. À part, d'accord. Ouais. Et donc dans la chaîne de prod, on est vraiment l'animation, c'est un maillon d'une très longue chaîne. Après nous, il y a le département des vêtements qui simule vraiment tous les vêtements. Il y a tout ce qui est effets spéciaux. Il y a ensuite le lighting, tout ce qui est positionnement des lumières. Après le compositing, enfin
plein de trucs. Est-ce qu'il y a des membres du studio dans les décors au fond, modélisés, ou des trucs comme ça? Peut-être. Question de chat. Eh oui, comme quoi peut-être. Et non, j'allais juste rebondir sur les vêtements en disant qu'Illumination, ils sont très très forts en vêtements. Ouais. Et moi, par exemple, sur Tous en scène, je trouve que c'est une des grandes qualités au-delà du film, des deux films qui sont assez géniaux. Ouais. La qualité vestimentaire de Tous en scène apporte énormément au film. Et là, on le voit sur Les Mignons 2 avec ce style 70s qui va aussi énormément apporter. Et justement, ce style 70s et en plus la couche arts martiaux, on va dire. Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau parce que j'imagine que ça doit être dur de se renouveler sur une franchise quand on est à son 5e film. Oui. Donc voilà, comment vous avez pu réinventer un peu grâce à ces deux aspects? Pour le coup, j'ai l'impression que explorer cette partie cette tranche d'âge de Gru a été assez sympa. Et c'est aussi une des façons je pense, de renouveler l'univers. Pour ceux qui ont suivi les 3 premiers, et aussi un peu Mignon, on se demande un peu quelle a été son enfance à lui, et comment il a rencontré les Mignons. Ça a été un peu répondu à la fin du premier, mais comment ça se passe et ce qu'il est devenu, et je trouve que le film apporte une petite réponse à ça. Et puis là où vous êtes fort, c'est que vous arrivez à prendre quand même la partie mignonne d'un film de base. C'est ce que j'expliquais rapidement dans le couloir, pour avoir vu L'Âge de glace, Madagascar, etc., où ils ont fait L'Âge de glace, ils ont pris Scrat, ils ont tenté un truc, ça va marcher. Madagascar, ils ont pris les pingouins ou les lémuriens, ça va marcher. Là, vous avez quand même le talent de prendre les Mignons, donc elle a la partie un peu plus détente d'un film de base, et de surtout faire 2 films qui tiennent la route. Tu vois, et qui sont vraiment hyper sympas. Donc demain, faites du cinéma, n'oubliez pas encore, il reste une journée, foncez, franchement, c'est 4 balles, faites-vous plaisir. Et il y a des super méchants, dont un doublé par Jean-Claude Van Damme. On en parlera tout à l'heure au moment de sortie, mais voilà. Il s'appelle Jean-Claude. Donc rien que pour ça, il faut y aller. Toi, tu travailles chez Illumination, qui est devenu Illumination MacGuff, depuis le début, en fait, depuis Moi Moche et Méchant. Depuis Moi Moche et Méchant. Qui est le premier long métrage du Non, studio. ils en avaient fait d'autres avant. Ils avaient fait Chasseur de dragons. C'était à l'époque MacGuff. Oui, voilà, c'est ça. C'était plutôt MacGuff. Ensuite, ils avaient fait avec Michel Oslo, Azur et Asmar. Et ensuite, Chris Millet-Henry est arrivé en France pour chercher un studio avec lequel s'affilier pour faire Moi Moche et Méchant 1. Et ça, en fait, ça a tellement bien fonctionné que ils ont racheté. Donc moi, je parlais plutôt de cette période-là d'Illumination, qui est devenue en fait en un film un nouveau mastodonte du secteur de l'animation, qui était jusque-là préempté par Pixar, Disney, DreamWorks, Blue Sky. Certains ont fermé ou ont été rachetés d'autres. Et il y a Illumination qui a réussi en 10 ans à tracer son chemin. Donc toi, tu as bossé, on le disait, sur les 3 Moi Moche et Méchant, sur Les Mignons 1 et 2, sur Comme des bêtes, sur Le Lorax, sur Le Grinch. Donc tu as à peu près sur tout. Ouais, sauf les Tous en scène, du coup. Voilà, exactement. Tous en scène. Et comment tu as vécu cette success story de l'intérieur? Parce que c'est Hollywood à Paris, parce que tout se passe chez MacGuff, ou en tout cas une grosse partie à Paris. Et c'est une success story un peu inédite. Ouais. Pour le coup, on se rend compte en discutant avec les gens et en voyant un peu l'enthousiasme que ça crée. Je voyais là, il y a des images de comment ça a cartonné aux États-Unis ce week-end. C'est vraiment impressionnant. Et oui, en discutant avec les gens, souvent les gens sont hyper enthousiastes. Les gens vont voir le film avec un costume. Oui, j'ai entendu parler de ça. Et ce qu'on disait en plus hors caméra, tu parlais justement de la hiérarchie des studios. Là, en fait, on a vu que en un week-end, Les Mignons a déjà fait mieux que Buzz l'éclair, qui est sorti depuis 2 semaines, qui est un film Pixar. Et c'est à ça qu'on voit que Illumination et en plus la marque Moi Moche et Méchant, c'est quelque chose de phénoménal. Ouais, pour le coup, oui. Beaucoup de Français dans le studio ou plutôt cosmopolite? Alors, c'est très cosmopolite, mais une grosse majorité de Français, quand même. Mais c'est vraiment de partout. Et le Moi Moche et Méchant 1 est sorti en 2010, mais donc du coup il était un peu en prod quelques années avant. 2010 ouais. Je crois que c'est ça, 2010. Donc il était en prod quelques années avant. Est-ce qu'au moment où vous commencez à travailler dessus, vous sentez qu'avec Les Mignons, vous avez un truc assez dingue et vous dites là, mais c'est... À l'époque de Moi Moche et Méchant 1... Est-ce qu'on peut se rendre compte, avant que ça sorte, de se dire, on a un truc avec ces personnages qui va prendre chez tout le monde? Parce que tout le monde adore Les Mignons. Je ne connais pas des gens qui détestent Les Mignons. Moi, je m'en suis pas rendu compte. Non. J'essaie de me souvenir à l'époque. Non, on n'était pas trop... quand on a vu à quel point ça a cartonné, ça a été une grosse surprise. Ouais, pour beaucoup de gens, ouais.
Oui, parce qu'au-delà du carton, du film, etc., il y a eu un merchandising dingue et ça, en tout cas, les enfants ont été. Après, c'est normal, ils sont trop mignons et c'est comme ça. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop mignons, vous les avez trouvés trop mignons et donc vous les avez appelés les mignons? Non, non, parce que non. Ça veut dire Mignonnes, c'est les sbires, en fait. L'autre terme anglais, c'est henchmen. C'est les sbires. Vu qu'il y avait un groupe de Français, je me suis dit, ils sont trop Ouais. mignons. Mignons, Ça se mignons. trouve, ça se trouve, vous avez veillé dans un Yes. Yes. Je sais pas comment ça s'est décidé. C'est Je marrant. vais arriver en cours. Et je me souviens, je crois je sais plus si c'était nous qui avions eu cette interview ou si on l'avait lu, mais l'un des créateurs de Illumination MacGuff qui disait qu'effectivement le succès des Mignons leur avait presque échappé. Ouais. Que le truc, en fait, c'était parti en flèche sans que personne n'en ait la moindre idée avant que ça sorte. Et toi qui as vécu toute cette aventure depuis 2010, est-ce que c'est facile à définir ou pas? C'est la question piège. Ouais. Je sais pas. Un truc qui soit. Comment on dit? Un feel good? C'est des movies. Des films vraiment. J'aime pas trop ce terme, mais des films fun, vraiment agréables à voir, où tu te prends pas trop la tête. Et ouais, voilà. Moi, je vois ça comme des films chaleureux. Ouais. Très familiaux. Familiaux, très oui. Quand tu ressors, t'as le voilà. smile, quoi. En fait, c'est des... Ouais. Je pense que c'est surtout aussi des dessins animés qui sont aussi bien pour les petits que pour les adultes. Parce que souvent, quand tu vas voir un dessin animé et que t'emmènes ton neveu, ton fils ou autre, tu te dis, bon, on va passer un moment, j'espère que... Et là, il y en a pour nous aussi. Donc, c'est un régal pour tout le monde, quoi. Moi, c'est au niveau de l'animation, je saurais pas comment dire, mais en fait, quand je vois des images, en fait, j'arrive à me dire, ah, ça, c'est Illumination, alors que d'autres studios, tu pourrais être Blue Sky, par exemple, qui avait fait L'Âge de glace, c'était moins évident d'un film à l'autre. Là, tu sens qu'il y a une espèce de cohérence, même si c'est des univers très différents à chaque fois. Il y a une rondeur dans... Oui, c'est c'est ça la chaîne. Je pense que c'est un peu Je rejoins là-dessus. instinctif, mais que ce soit le cochon dans Tous en scène, que j'adore. Ouais. Salut. Et les mignons, et il y a un truc c'est très... ça, voilà. Je vois même le dos de Grou, il y a un truc très rond en fait, dans la façon de penser les persos. Et du coup, tu vois une image et tu te dis, ok, je sais d'où ça vient. Ok, cool. Et ce qui est important aussi, c'est que vous défendez un propos. Enfin, il y a une raison à pourquoi il existe ce film. Ouais. Tu vois, par exemple, Buzz l'éclair, moi je l'ai vu hier soir. J'étais en mode... tu vois, on a tiré la corde d'un... C'est moins rond. Et ouais, voilà, c'est une raison commerciale. Alors que les Mignons 2, je la sens pas, la raison commerciale. Tu vois, je sais que voilà, il y a du bif qui va se faire dessus, mais il y a surtout un propos à défendre. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et il y a un plaisir à venir parce qu'on sait qu'il y a une histoire réellement intéressante qui va être racontée. Et pas juste un truc qu'on va essayer de patchworker en mode, on va vous vendre ça et puis bisous, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. En tout cas, moi j'ai trop hâte. Je pense qu'on est nombreux sur ce plateau à avoir hâte de le découvrir. Mais Je termine avec une dernière question avant de te laisser tranquille. On parlait du fait que ça s'adresse aux grands et aux petits. Et une question par rapport. Est-ce que tes enfants comprennent ton métier? Oui. Ils Alors, pour le comprennent coup- que tu es celui qui fait bouger les personnages? Bon, ils comprennent encore mieux avec le Covid et le travail à la maison. Oui, ils me voient travailler toute la journée, ils comprennent. Et de temps en temps, je me sers un peu d'eux pour voir si ce que je fais est clair et compréhensible par des enfants. Est-ce que c'est un premier public Complètement. critique? Ouais. C'est-à-dire que ton fils et le meilleur ami de ton fils ont déjà vu le film? Non. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah ouais, non, celui-ci non. À l'époque non. Non. Mais celui sur lequel je travaille là maintenant, oui, il passe de temps en temps, il regarde. c'est quoi? Tu peux pas nous dire. Je peux pas dire. Même eux, je leur ai fait signer une petite charte. Alors, une Je prolonge la question. Il y a toujours un âge et en fait que j'arrive pas à déterminer où en fait les enfants découvrent qu'un film n'existe pas en lui-même et qu'il est fabriqué par des gens. Il y avait cette vidéo à un moment où un gamin rencontrait Robert Downey Jr. et éclatait en sanglots en se rendant compte qu'Iron Man n'existait pas et que c'était un acteur. Et en fait, tu vois, de se dire à quel âge un enfant se dit, ah ouais, en fait, c'est des gens qui sont payés à fabriquer ça. Après, pour le coup, les Mignons existent. Enfin, je sais pas où t'as eu tes infos, toi. Oui, Yoann, pardon, mais... On parlera après l'émission, faut qu'on dise un truc, tu vas voir. Comme les Pokémon, t'en as un chacun. En tout cas, merci beaucoup d'être venu parmi nous. Et je tiens à préciser, je ne l'avais pas dit, ce monsieur a commencé par un BTS comptabilité gestion. Et il termine chez Illumination. cette direction. Malgré tout l'amour que j'ai pour les comptables, rien n'est perdu. Tout le monde a droit à l'erreur. Voilà. J'ai beaucoup travaillé Tout le monde peut suivre, mais
Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Merci à vous. Merci. Emmanuel, merci vraiment. beaucoup pour ces éclaircissements sur Les Mignons 2 et sur ton métier. On te souhaite un bon succès pour le film et pour la suite Oui. du studio Illumination. En tout cas, nous, on va passer à la suite de l'émission. Retour en plateau pour le coup de projo de cette semaine, et ce sera un coup de projo collégial puisque nous allons revenir sur la saison 4 de Stranger Things, mais sans spoil, en tout cas sans spoil garanti de la partie 2 et avec le moins possible de la partie 1 de la saison 4. Mais avant toute chose, un petit coucou à notre ami Norman Genius qui est avec nous. Comment ça va? Ben écoute, ça va Oh, très il est bien, et toi apparu comme par magie. Je suis là, écoute, j'étais derrière la porte, j'attendais, j'écoutais. Ça m'écoute avec le- Sans dire une pièce de J'ai- boulevard. j'ai- Il est dans le regard et voilà. Bonjour, Chérie, je suis rentré. Je suis là, tu dois tout même pas croire. Il est mignon. Vous avez pris un- Il est mignon. C'est un mignon, c'est pour ça. C'est un mignon. Oh, excellent. Stranger Things, donc saison 4 qui vient de s'achever vendredi, étaient diffusés les 2 derniers épisodes, une longueur record, 1h30, quasiment 2h20 pour le dernier. Juste un petit tour de table, savoir déjà si ça vous a plu ou pas. Bah écoute, alors je veux dire étonnamment oui, j'aime bien la série, mais j'avais peur que les 3 ans quand même qui sont passés entre la saison 3 et la saison 4, bah, ça pouvait créer une lassitude. On nous annonce quand même des épisodes de 1h15 minimum. Tu te dis, est-ce qu'ils en font pas un petit peu trop? Est-ce que ça a marché? Et en fait, il faut re-rentrer dedans parce que comme tout le monde était éparpillé à la fin de la saison 3, bah faut rattraper tout le monde et te redire qui est qui, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc évidemment, ça prend un peu de temps, mais après, je me suis pas ennuyé. Alors j'ai pas vu le tout dernier épisode encore, mais je me suis pas ennuyé du tout. Vraiment, j'ai retrouvé le plaisir en fait de peut-être pas celui de la saison 1 quand même qui était une nouveauté, mais vraiment le plaisir de voir cette série. Juliana? Moi, saison 1, ça m'avait bien plu. Je trouvais que c'était super chouette comme porte d'entrée pour des gens qui connaissaient pas forcément toutes les séries qui font référence, en tout cas, ou qui sont utilisées. Et je trouvais que c'était une bonne façon d'intéresser aussi un public plus jeune à des choses plus anciennes. Saison 2, j'avais été très déçue. Saison 3, j'avais vraiment une seule intrigue qui m'intéressait parmi toutes les intrigues. Et là, donc j'en suis à l'épisode 6 de la saison 4. J'ai pas encore terminé. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette saison au début. Je trouvais que ça mettait du temps justement à s'installer. Et là, ça y est, je prends vraiment du plaisir à regarder, même si c'est fou, c'est toujours la même intrigue qui m'intéresse. Et il y a vraiment, sans spoil, on peut dire que c'est découpé plutôt en 3 mouvements. Donc, on a le mouvement des adultes, on a le mouvement de Dustin, le petit Dustin avec sa casquette et tous ses potes et tout ça, et on a le mouvement un peu d'Eleven. Et moi, il y a vraiment que le groupe de Dustin qui m'intéresse. Et donc, ça crée des épisodes où parfois. Mais je m'en fous en fait de l'intrigue des adultes et je m'en fous un petit peu, là ça commence à aller mieux, mais de l'intrigue d'Eleven. Et donc je reste que pour une intrigue. Donc parfois je suis pas complètement satisfaite. Ça s'appelle le syndrome de Frodo et Sam tout seul au Mordor. Ouais. Du coup, Genius, est-ce que tu as regardé un petit peu Stranger Things? Toujours pas vu. T'as toujours... Aucune saison, je suis toujours pas mis, non. Il est encore... ok. Donc, J'attends Vierge le moment. de Stranger Le moment Things. viendra, mais Tu veux avoir que tout soit sorti pour Voilà. regarder? j'attendrai, voilà. C'est Non, 2024. non, je pense que tout sortira, mais je regarderai juste le générique. C'est en 2024. hein. Ouais, j'attendrai. Non, je toujours pas vu. Ted, de Oh bah, ton côté, comme dirait ma mère, faut goûter pour savoir si on aime. Moi j'ai goûté, saison 1, j'ai pas aimé, donc j'ai arrêté. donc tu t'es arrêté en saison Le 1. cuistot, Ouais. incroyable. saison 1. Bah moi j'aime beaucoup Stranger Things, donc j'attendais quand même cette saison, même s'il y avait eu une baisse de régime en saison 2 et saison 3. Donc j'étais un peu mitigée quand même au retour de cette série, mais c'est pour moi une totale réussite. Franchement, cette saison 4, même s'il y a des choses sur lesquelles je peux pinailler un petit peu et pour lesquelles ils auraient pu aller un peu plus loin, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que sinon je vais spoiler. Mais, Pour la 5. Ouais, pour la 5. Mais là, la saison 4, je trouve que c'est un retour quand même à ce qui faisait le succès de la première saison. Ils reviennent à des choses très horrifiques. On revient avec des vraies références aux années 80, comme tu le disais tout à l'heure. Et ça redevient un vrai événement. Et on le voit, que ce soit avec les musiques, que ce soit avec les personnages, on le voit sur les réseaux. Ça redevient une vraie série événementielle sur laquelle tout le monde se retourne, tout le monde en parle, même si tu n'as pas trop vu. Ça fait du bien de retrouver une série comme ça, aussi fédératrice, et de se rassembler autour d'une série, ça fait vraiment du bien. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et au niveau des références, c'est vrai qu'il n'y a pas cet abus qu'on avait dans la saison 2 ou saison 3 où dès que tu ouvrais une porte, tu avais forcément un objet d'un film qui en plus n'était pas super connu à l'époque mais qui l'est devenu depuis. Là, c'est vrai qu'ils se sont
hyper cadré en Ouais, fait. c'est une Jusqu'au il y a une découpage. cohérence. Moi, je me rappelle de saison 2, de plans qui sont vraiment identiques à des découpages où tu te dis, mais les mecs, même dans leur réal, ils sont allés jusqu'à complètement mimiquer des trucs. Moi, ça me laissait un peu. Ouais, je pense qu'en saison 2 et 3, ils se sont un peu reposés sur leur laurier. On les a tellement encensés en saison 1, et à raison, parce que c'était vraiment une grande série au temps de la saison 1. Mais là, on sent que, voilà, limite, c'était pas plus mal qu'on leur ait laissé 3 ans pour vraiment bien réfléchir à ce qu'ils vont faire. Et puis, en plus, ils disaient qu'ils étaient encore à la veille en train de terminer les effets spéciaux et de terminer la post-prod, etc. Donc, Oui, il y a moins un cahier des charges en fait. À 51%, les gens qui nous regardent considèrent, ils ont tout vu. Voilà. 23% n'ont jamais regardé, donc ça correspond à peu près au plateau. On est là. Et certains, 16%, n'ont pas encore regardé. Voilà. Donc, la saison 4 la ou saison la 4. deuxième partie? Non, la saison 4. Ok. Du coup, on termine avec notre ami. Non, Johan. mais je vais tenter de ne pas redire des choses qui ont déjà été dites. Moi, j'ai reculé jusqu'au dernier moment, non pas que parce que j'avais adoré la 1, moins la 2, plus la 3, machin, mais je me disais, en fait, la durée des épisodes me faisait peur. Je me disais, oh, ça me saoule de me mettre 9 heures là-dedans. Et en fait, dès la première minute, ils m'ont embarqué. Donc j'ai trouvé ça super réussi. Après, je suis d'accord avec toi que, notamment l'intrigue des adultes, tu sens que c'est un peu pour moi c'est l'effet de la gamine de Jurassic World 3. C'est en fait ils disent bon faut qu'on en fasse quelque chose des adultes, donc on va leur donner une aventure. Là, mais c'est pas celle que tu suis avec le plus de passion. Là, c'est vraiment c'est pas un spoil, mais c'est mettre vraiment hors du champ les adultes pour pouvoir laisser cours aux intrigues des enfants, et c'est comment on va leur trouver quelque chose à faire. Et pour le coup, je trouve que ça ne marche pas très bien. Non, et c'est long, à part le côté visuel qui rappelle pas mal Resident Evil. Je trouve qu'il y a un côté Resident Evilesque dans. Ça m'a rappelé Black Widow, tu vois, vu que c'est lui. Aussi, il y a un peu Black Widow. Il y a un truc. Non, moi, ce que j'ai aimé aussi, donc au-delà de tout ce qui a été dit, c'est notamment qui passe par le grand méchant, la Vecna, dont on ne dira pas grand-chose pour ne pas spoiler, mais le fait que ça soit du vrai. À part dans son repère là où qu'on voit dans la bande-annonce les images rouges là où c'est de la CGI, mais en fait son maquillage, tu sens que le mec il est maquillé, il est là, tout ça est vrai, et il y a un truc tangible qui fait que ça marche vraiment. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai retrouvé vraiment ce qui faisait la force du monde à l'envers de la saison 1, où tu sentais que c'était des vrais décors, des vrais tentacules, des vraies poussières, des vrais machins. Tu sens que tout existe vraiment. Et donc, ça me rappelle ma jeunesse, qui est lointaine maintenant. Et donc, c'est cool. Où les Gremlins, ils étaient faits en vrai truc. Où on faisait des trucs en vrai truc. Voilà. Bon, ça marchait mieux. Puis c'est vrai que le côté authentique, c'est un vrai monstre qui fait vraiment peur. Ouais. Et qui convoque des vraies peurs enfantines, quoi. Donc ça marche. Mais ouais, même au-delà de ça, sans spoil ni rien, moi je trouve qu'il y a une vraie réflexion même sur, après on verra comment ça se termine, mais sur la dépression, quoi. Et sur l'adolescence, et sur, il y a quelque chose quand même de très fort dans cette saison qui moi m'a rattrapé aussi, parce que j'étais un peu, oui les références c'est bien, mais qu'est-ce qu'on me raconte et tout ça. Et j'avoue que là le fond m'a quand même pas mal raccroché, quoi. Ça m'a bien plu. Pour conclure, parce que c'est qu'un coup de projo, on n'est pas là pour faire toute l'émission dessus, bien sûr. Moi, j'aime particulièrement Stranger Things dans le sens où, à l'époque où c'est sorti, c'est l'une des premières œuvres audiovisuelles qui est vraiment relancée ce revival années 80. C'est-à-dire que depuis, beaucoup l'ont fait, avec plus ou moins de réussite, mais c'est l'un des premiers qui a instigé cette nouvelle hype du synthwave et du rétro-synthwave et de ce genre de choses. Et effectivement, il y a des posters qui n'ont pas lieu d'être dans la chambre, des erreurs de continuité. D'ailleurs, Winona Ryder a beaucoup œuvré pour corriger les frères Duffer, apparemment, surtout dans la saison 4, pour dire non, hop, ça c'est pas sorti comme musique, tu le mets pas. Donc il y a des choses comme ça. Mais c'est surtout, je trouve que les références sont plus ou moins bien amenées dans l'œuvre. On est beaucoup moins que sur d'autres trucs qu'on a pu voir qui font appel à du revival, qui est juste là pour la citation. Voilà. Et je rajouterais juste, si ça vous intéresse de savoir comment une série naît à la base, le document est disponible sur Internet si vous cherchez la Bible, donc le document où ils ont présenté la série à Netflix avec les personnages, ce qui allait se passer, etc. La direction artistique de la Bible, le document est vraiment très très beau, on dirait un bouquin, un peu de Stephen King dans ces années-là, et il y a toutes leurs influences, toutes leurs références, avec en gros le document de vente qui a été apporté à Netflix et qui a été signé. Si ça vous intéresse de voir comment c'est fait une série, comment ça démarre, comment ça naît, vous pouvez la trouver très facilement sur le net. Vous tapez, je pense, Bible Stranger Things, vous la trouverez. Et c'est vraiment canon de voir, parce que tout est là. Vraiment, il y a aucune trahison quand on regarde l'objet fini de la saison 1, en tout cas, par rapport à ce document de vente qui est... Moi, j'ai trouvé c'est un outil même de travail qu'on aime beaucoup regarder en tant que scénariste, parce que ça te plonge dans l'univers à la lecture. Tu as déjà l'impression de voir des choses
Et pour dire à quel point il y a des références qui sont bien utilisées, c'est que la première saison se passe dans l'année 83, Ouais. et les films qui sont cités en référence sont sortis en 83. La deuxième saison, c'est 84, donc tout de suite, il y a du Ghostbusters, il y a des films comme ça. En troisième saison, on est sur 85, etc., etc. Donc, si vous regardez un petit peu ce qui est sorti en 87, 88, vous savez ce qu'il y aura dans la saison 5. Mais ce qui est Non, parce qu'il y aura un petit saut dans le Mais temps, parce qu'ils ont vieilli, je sais. ils sont trop vieux maintenant. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs, c'est que cette saison 4, en fait, ça m'a fait penser un petit peu aussi au livre Harry Potter, c'est que tu sens que les saisons, en fait, dans le ton, elles grandissent aussi avec le public. tout à fait. Ça a toujours été gentiment horrifique. Là, ça l'est un peu plus, et ça l'était déjà au fil des saisons, et je trouve ça bien. Voilà, ça va loin, il y a 2-3 c'est morts ça. qui sont vraiment... Il y a des trucs, tu dis, tu vois ça dans un film à télé au moins de 12 ans au cinéma. Mais par rapport Donc, à toutes les séries qui ont eu de la hype, comme le truc coréen, là, ou Kingdom non, Squid Game. Squid Game, ou T'as La déjà Casa de oublié Papel. Saison 2. Tu vois, Il arrive, par rapport à ils ces séries-là, je Ils trouve que arrivent, Stranger Things raconte vraiment plus de choses. Moi, ça m'a beaucoup plus intéressé. Donc, voilà. Et je voulais juste rajouter un truc, j'ai oublié de dire que moi j'ai aussi adoré sur cette saison 4, c'est leur capacité à réinventer des stéréotypes qu'on a vus. Donc là, il y a notamment, moi je suis très fan de Eddie le métalleux, voilà, qu'on voit avec sa guitare dans la bande-annonce. Master of Puppets. Lui, c'est un super personnage qui a à la fois un stéréotype et à la fois ils lui mettent des couches différentes qui montrent que le gars va au-delà du stéréotype. Il y a l'espèce de Tom Cruise Dark, là, le chef le capitaine de l'équipe, Ah oui, qui est terrifiant. le Ah oui, Dark j'avais pas Tom Cruise. pensé. Et la pom-pom girl qui est dans le premier épisode, qui est vachement bien aussi, parce que c'est l'archétype de la pom-pom, mais elle a autre chose à raconter. Et je trouve qu'ils arrivent à prendre des figures comme ça qu'on a vues dans des films des années 80 ou dans des teen movies et en faire autre chose. Et ça, c'est vachement bien. C'est là que les épisodes longs, finalement, ont un intérêt, c'est comment ils prennent du temps pour développer ces personnages-là et les sortir, parce que sinon, sur 45 minutes, je pense que tu restais vraiment sur la façade et le cliché. 5 épisodes longs ou 10 épisodes courts. Ouais, mais oui, non, bien sûr. Après, voilà, Pas en le tout cas, rythme au moins de ils lecture, ont pris le temps de les développer, comme dit Johan, de sortir un peu des trucs un peu faciles. Stranger Things saison 4, donc entièrement disponible sur Netflix depuis la semaine dernière. Voilà, n'hésitez Je peux pas. rajouter un mini truc, patron. Un mini truc. N'hésitez Ne pas à y spoilez rien. jeter un œil juste après le dernier truc de Johan. Le dernier épisode fait 2h10, 2h20. 2h20. Arrêtez de nous dire que Irishman c'est trop long. Vous avez regardé un épisode de 2h20 sans râler. C'était une série, parce que chaque fois on nous dit oui, mais 3 fois 45, c'est pas pareil que 2h20. Vous l'avez fait, donc regardez des films. Merci, c'est tout. Et ceux que mais bout à bout, le 8 et le 9, t'as Irishman, Et facile. c'est là-dessus que s'achève ce coup de projo sur Stranger Things. Il faut laisser du temps en fin d'émission à Mégane de pouvoir vous faire le journal des sorties. Donc on enchaîne tout de suite avec le Ça parle du jour dédié à Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, série Disney+, événement pour les fans de Star Wars. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé au final? C'est drôle, c'est que ça a été lancé en même temps que Stranger Things. Le même C'était jour. décalé, ouais. Voilà, c'est comme ça fait une belle transition. Obi-Wan Kenobi, qu'est-ce qu'on en a pensé en un mot? Et après, je reviendrai vers J'ai vous. droit à 6 mots. 6 mots. Que le morph soit avec vous. Que le morph soit avec vous. Morph. Mégane, Déception. déception. Ted, Très bien. très bien. Genius, J'ai regardé le premier. t'as regardé le premier. Non mais il est là, pourquoi il a pas vu Stranger Things, il a pas vu Obi-Wan. Je viens d'arriver, bonjour. Mignon, putain. En plus, dans le chat, il arrive, je n'arrête pas de défendre. Si, j'ai vu, en fait, non. Quel Oh là enfer. là. Ok, donc on va quand même en parler avec toi aussi. Tout à Non, l'heure. mais j'attends de voir les autres. J'ai envie de dire comme Megan. Pour l'instant, déception. Pour l'instant, Je peux petite pas- déception. Juliana. C'est mon mot. Ok, Ah, carrément. Bah, décevant aussi. décevant aussi. Alors, Pour on changer va de déception. lancer un petit sondage dans le chat pour avoir un petit peu votre retour, pour savoir si vous, derrière votre écran, vous avez apprécié cette série Obi-Wan. Voilà, n'hésitez pas à nous dire pourquoi dans le chat, j'ai un œil dessus. Alors, pourquoi ce morph? Pourquoi ces déceptions? Qui veut prendre la parole en premier? Prendre la parole. Moi, Et n'hésitez pourquoi c'est bien? Voilà. On va aussi... tout à fait. N'hésitez pas à compléter. On connaît la fin. Enfin, on connaît la fin de l'épisode 3. On connaît la Bon, fin de... voilà, la fin ou le début. Ça Alors peut être déjà, le il faut resituer. Voilà. La série Obi-Wan Kenobi se déroule entre l'épisode 3 et 4. entre la fin de la prélogie et le début de la trilogie originale. On sait où on en est à la fin de l'épisode 3, on sait où on en sera au début de l'épisode 4. Oui. Donc en fait,
si l'histoire qu'on me raconte entre ces deux trucs-là n'est pas intéressante, sachant qu'on sait que les Dark Vador et Obi-Wan Kenobi vont survivre, que a priori Leia et Luke Skywalker sont pas trop en danger vu qu'ils vont survivre aussi, que l'oncle Owen et la tante Beru vont survivre aussi, il faut qu'on nous raconte un truc un petit peu palpitant. Et le problème, c'est qu'on nous raconte à peu près rien. Et notamment Ewan McGregor, qui on est hyper heureux de le retrouver là-dedans, et il l'incarne super bien, c'est Obi-Wan quoi. En fait, il a aucun arc et aucun développement entre l'épisode 1 et l'épisode 6, c'est le même gars. Et donc du coup, moi je suis complètement d'accord sur cet argument-là. Donc moi je vais regarder ça avec distance. Mégane. Bah non, justement, moi c'est un des rares points positifs de la série Obi-Wan, justement, c'est Obi-Wan. Et c'est son personnage. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté très dépressif, dans l'état dépressif dans lequel est Obi-Wan. C'est-à-dire qu'il a tout perdu. Il a perdu son ancien Padawan, son ancien meilleur ami. Les Jedi n'existent plus. Il est tout seul, reclus sur Tatooine, et il surveille de très très loin Luke Skywalker. Et là, on l'appelle en catastrophe pour aller chercher Leia. Et en fait, il est au bout du rouleau. Il est au 36e dessous. Il a quasiment plus aucune connexion avec la Force, ou alors il capte très mal. Il n'a pas la 5G, c'est clair. Sur Tatooine, c'est galère. Dans une je passe sous un tunnel. Voilà. Il y a du sable. Donc c'est compliqué pour Obi-Wan, et je trouve que Ewan McGregor le fait très bien. J'aime beaucoup ce côté-là, côté déchu du Jedi, en fait, du maître Jedi. Et cette partie-là est très intéressante. Et après, il y a quand même une évolution, puisqu'il est amené à revoir Anakin / Dark Vador. Et il comprend vraiment que tout est perdu, qu'il a perdu Anakin, qu'il a perdu la bataille, pas la guerre, mais qu'il n'a plus le high ground. Là, il est au fond du trou, vraiment, vraiment. Donc non, cette partie-là est vraiment intéressante. Et puis, il le fait tellement bien, Ewan McGregor, je trouve. Ouais. Donc moi, cette partie-là, je la trouvais vraiment intéressante, en tout cas du personnage. Le côté très sombre, et qu'il est à la lisière, limite à passer du côté obscur, quoi, tellement il est... sans espoir. 41% de moirf, 30% de bon. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette série, mon cher Ted ? Déjà, le postulat de base, c'est de se dire qu'est-ce qu'on attendait de la série Obi-Wan. À un moment donné, c'est bien de raccrocher... Peut-être. Alors, je pense peut-être trop de choses, mais en soi, c'est quand même raccrocher les wagons entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et en soi, je trouve que cette série remplit à 200% tout le storytelling. On savait très bien, effectivement, comme tu l'as dit, que oui, Darth Vader et Obi-Wan, ok, ils allaient pas mourir. Mais en soi, c'est intéressant, comme tu l'as dit, Mégane, que Obi-Wan se rende compte que finalement Anakin n'est plus là et que c'est Darth Vader. Et en plus, dans l'épisode 4, on sait très bien qu'ils se sont déjà rencontrés. C'est intéressant aussi de voir l'évolution que Obi-Wan a avec Leia, parce que Leia vient chercher Obi-Wan à l'épisode 4 sur Tatooine. C'est intéressant de savoir pourquoi Leia vient chercher Obi-Wan et pas quelqu'un d'autre. Et là, en soi, ils se rencontrent, et sachant qu'au début, c'est pas forcément si évident que ça, leur relation. Moi, c'est le petit bémol que j'ai, c'est le début de la relation Obi-Wan-Leia, où Leia veut se barrer, etc., course-poursuite bidon, bref, ça je m'en fous. Mais après la suite, on va dire qu'elle prend son envol et ça se lâche. Mais c'est surtout que oui, pour moi, elle remplit quand même pas mal de cases, cette série. À la fin, en plus, on a le petit big up à Qui-Gon qui est fait. Là, on est vraiment dans du spoil pur et dur, je vous le dis. Là, on rentre dans le dur. Non, mais c'est Stranger Things, il fallait pas spoil. Donc ça... Ouais, donc voilà, moi, bien sûr, il parle directement à mon cœur, et je trouve que Obi-Wan, comme tu l'as très bien dit, en fait, à la base, quand il arrive, la force, il la capte plus, il est plus là, quoi. Donc c'est comment un homme va remonter après 6 ou 7 ans sans avoir pratiqué une seule fois la force, etc. Et arriver enfin sur la phase de... il retrouve son maître qui est là pour lui enseigner des choses, etc. Enfin, la majorité des gens, en fait, le problème, c'est qu'ils comparent à Mandalorian. À un moment donné, Mandalorian, ok, ça a été extraordinaire, ça a été la claque du siècle, puisqu'on attendait enfin quelque chose de la part de Star Wars après le 7, 8, 9, qui était pour moi 3 bousasses immondes. Mais à un moment donné, en fait, c'est comme pour Boba Fett. Bon, j'étais pas là le jour du débat, mais pour moi, Boba aussi, à un moment donné, qu'est-ce qu'on attendait de cette série ? Boba, c'est pas le mec qui tire dans tous les sens, etc. C'est aussi un gars qui doit instaurer un nouvel ère sur Tatooine, etc. Et pour moi, c'était pas si... négatif que ça, en fait. Moi, je ne demande pas à la série Star Wars de me faire des combats de sabre laser toutes les 5 minutes, même si c'est magnifique, et que là, en plus, je trouve que dans la série, on est quand même sacrément gâtés, parce qu'il n'y en a pas qu'un des combats, et
Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu des combats comme ça, c'est-à-dire que même dans le 7, 8, 9, je trouve que moi, les combats qu'on voit dans la série de la Obi-Wan, les déglinguent, mais à 200%. Je me rappelle pas un combat... on a des combats, mais qui sont contrebalancés par des courses-poursuites en forêt, qui sont quand même... c'est du pénible, quoi, clairement. Compliqué, quoi. Oui, Donc, en fait, j'ai l'impression... L'équilibre, les calculs sont pas... Sur les séries, je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que le problème, c'est les courses-poursuites. Bon, arrêtez. Dans Boba, il y avait c'est de la mise en scène, en fait, de base. Oui, pour arrêter les courses-poursuites. Mais sinon, moi, en fait, je trouve que... Et ça complète bien l'arc, c'est-à-dire que Obi-Wan revient sur Tatooine pour s'occuper de Luke par la suite. Je trouve que vraiment, on est à 200% sur ce qui doit être entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Par contre, pas de saison 2, par pitié. Si, ça va arriver. Mais là, je ne comprendrais pas. On était à 2 épisodes de la fin qui disaient déjà ce serait cool qu'il y ait une saison 2. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire d'une saison 2 par peut-être contre qu'ils vont... Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Il n'y avait pas de raison d'être d'une saison 1. Ah si. Bah si, il fallait bien qu'ils mais peut-être qu'ils vont se détacher aussi. Enfin, je me permets d'enchaîner parce que moi je suis assez d'accord plutôt avec vous deux, même si j'aime beaucoup les combats de sabre laser également. Mais moi je trouve qu'il y a un problème. Au-delà de le comparer à The Mandalorian, on peut même le comparer à Rogue One. C'est que Rogue One, c'est un peu la même fonction finalement. Enfin, c'est un entre-deux où on sait exactement. Mais Rogue One prend le parti de nous présenter de nouveaux personnages avec qui on va pouvoir avoir de l'empathie, dont on va pouvoir s'impliquer émotionnellement. Où là, effectivement, le fait de choisir uniquement des personnages que nous allons revoir. Alors, il y a 1 ou 2 personnages qui se baladent et qui sont pas mal d'ailleurs. Enfin, pour le coup, l'Inquisition est sympa. Hein. Alors moi, je suis moins fan de l'Inquisition, mais c'est plutôt la complice de l'Empire, mais rebelle, qui jouait dans Game of Thrones, qui est génial, que moi je trouve super. Et en fait, j'aurais voulu plus de ça. C'est-à-dire que je trouve ça complètement anticlimatique de prendre des persos et de nous créer du suspense et des enjeux sur des persos où on sait exactement où ils vont finir, où ils vont aller. Moi, j'ai l'impression qu'on justifie. Juste, il y a une phrase dans l'épisode 4, c'est Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir. J'ai l'impression qu'on fait une série sur cette réplique, plutôt que de se poser de vraies questions de comment on va aller creuser des personnages, quitte à lui faire vivre d'autres aventures en ayant des possibles clins d'œil, etc. Mais effectivement, on compare à The Mandalorian, mais pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs séries aussi Star Wars qui sont sorties, et c'est normal en tout cas de se poser des questions de pourquoi j'ai préféré Mandalorian à Obi-Wan. Et clairement, parce que je trouve que même scénaristiquement, là, on est vraiment... Je vais y aller, non je vais pas y aller, non je vais y aller, non je vais pas y aller. Enfin, je vous promets, il y a des épisodes, mais je crois que c'est même le dernier épisode où il y a peut-être 20 minutes avant qu'il se passe quelque chose, où c'est juste je ne sais pas si je dois y aller. Est-ce que j'irai ? Non, je vais peut-être pas y aller. Et tu fais, oui, en fait, je comprends que tu aies perdu la force et que ça soit compliqué pour toi, etc. Mais il y a un moment où, en fait, non seulement je sais qu'il ne va rien arriver à ces personnages, en plus, on met 4 plombes à y aller. Et moi, j'adore Ewan McGregor, je trouve ça super, j'adore l'univers Star Wars, mais... Je trouve qu'il n'y a pas ce que je recherchais dans cette série, c'est-à-dire m'attacher à des personnages, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Leia, elle est super mignonne, mais en fait, elle parle comme une femme de 35 ans. Donc, il y a un moment où moi, j'ai un problème aussi il me manque un truc d'enfance aussi à ce niveau-là, même si elle est super mignonne, et c'est cool d'avoir un personnage féminin comme ça. Mais en l'occurrence, il y a tout ce problème qui concerne le scénario, l'évolution narrative, où moi, je m'y retrouve pas parce que je m'ennuie, en fait, et même les scènes où il se passe des choses... c'est quand même pas foufou, quoi. Et en plus, je trouve qu'il y a un problème de mise en scène, mais c'est fou parce que la mise en scène est aussi anticlimatique. C'est-à-dire que ça soit cette scène de la forêt, dont pas mal de gens ont repris aussi sur il y a quand même un méchant qui se coince sur une branche d'arbre. Encore dans les bras entendu comme ça. Ouais. C'est difficile. Il y a quand même une scène je crois que c'est l'épisode 2 avec une barrière où on se demande comment on va passer la barrière, alors que clairement on peut passer sur les côtés. Il y a des choses. J'avais oublié cette scène. C'est ça, quoi. Il y a même pire que ça. Il y a même pire que ça. C'est dans le premier affrontement entre Obi-Wan et Anakin, il y a un truc que je trouve lunaire, c'est dans une espèce de carrière. On a l'impression qu'ils sont au milieu d'un chantier. T'as Obi-Wan pour fuir, en fait, il se cache derrière un monticule et il en ressort une seconde après, sans aucune coupe. On te fait croire que c'est un autre, il sort de l'autre côté. Tu te dis, mais changer, inverser l'image, parce que là on voit vraiment que il est sorti, on lui a dit ressort, vas-y. Et on va avec faire le Darth Vader qui est derrière direct, tu vois. Et en plus. Et ça, je Je comprends pas comment c'est possible d'arriver à sortir justement une série comme The Mandalorian que je trouve plutôt bien mise en scène, et où il y a vraiment des idées, il y a 1000 idées parmi. Et là, où vraiment, même c'est l'épisode du vaisseau qui est censé devoir décoller, etc., avec l'Empire qui bloque et tout. C'est vraiment, mais en fait, je trouve ça poussif. Je me dis, mais allez, on y va. Est-ce que du coup, je pose la question selon toi, est-ce que par rapport à ce que tu as dit, Mégane, si tu retires, évidemment, l'ajout de McGregor, est-ce que la série
selon vous, a autant d'intérêt? Enfin, je vous pose la question à vous deux. Pour moi, mais, alors, pour moi, même parce avec que- McGregor, que aucun j'adore, intérêt, tu dis? pour moi, Sur lui, c'est- vraiment, je suis je d'accord. n'ai rien. C'est Obi-Wan, donc oui, heureusement. Je trouve qu'il y a très très peu d'intérêt, même dans ce que ça, enfin comment je suis nourrie par rapport au personnage d'Obi-Wan. Ouais, mais ça, je peux Euh, comprendre. Hein. En fait, oui, effectivement, c'est la dépression en début de saison et c'est moins la dépression en C'est fin de mal saison. écrit. C'est juste, Mais c'est mal écrit. en fait, ça ne m'apporte rien. J'aurais préféré voir genre qu'est-ce que le vieil Obi-Wan a fait de ses années dans le désert, parce que j'imagine qu'il a pas juste fait des réussites dans son coin et comment il. Mais que tu crois. Pendant 6 ans, il a Et fait ça. c'est un peu ça, quoi. Le mec, il Et fait du bien coup- sur Tatooine, en fait, on va apprendre. C'est Du coup, je poubelle. préférais qu'il Ah ouais, l'opère c'est- un peu en Le sous-marin chat, et c'est qu'on nous poubelle. raconte qu'il est avec la rébellion, ou j'en sais rien, enfin des choses comme ça. Ah oui. Mais putain, un peu de nouveauté, un peu de. Et j'adore qu'on me fasse des clins d'œil, mais je veux pas à tout prix qu'on me raconte des histoires de gens que je connais presque déjà, quoi. Enfin, Mais je Ouais, crois c'est un peu l'un des problème, soucis justement que c'est que- ça. En fait, la Max. série, déjà pour aller dans le sens de ta réponse, Genius, en Ouais. fait, on avait dit plusieurs fois ici que la série, en fait, elle avait tout pour être la plus décevante des séries Star Wars, pas la moins bonne, mais la plus décevante parce que celle qui a le plus de potentiel, notamment à cause du retour de Ewan McGregor qui pendant 10 ans avait dit foutez-moi la paix avec Star Wars, je ne reviendrai jamais. Donc là, le fait qu'il veuille revenir, il y avait forcément ce côté où tu disais bah oui, super, très bien. Mais en fait, à l'arrivée, et ça rejoint totalement ce que tu dis, en fait, c'est que ça illustre pas mal l'un des soucis que j'ai, et je ne suis pas le seul, avec la pop culture en ce moment, c'est ce besoin de devoir tout expliquer, de faire une ça. série entière pour des fois t'expliquer une phrase ou deux, puisque là, en fait, il essaye aussi de réparer ce qui pour moi n'était pas une erreur, mais un dialogue de l'épisode 6. Et en fait, du coup, on perd tout ce qui est le mystique, tout ce qui est l'interprétation, tout ce qui est... Vraiment, en fait, il faut que tout soit à l'image, que tout soit dans les dialogues. On te laisse vraiment aucune zone d'ombre, alors que tu te dis Star Wars, la base quand même de Star Wars, ça tourne autour de la force, qui est quand même une force un peu magique, mystique, vraiment tu sais pas trop, qui est intangible. Et je trouve qu'en fait on perd beaucoup ça en fait avec toute la magie de Star Wars, on a perdu cette volonté de tout surexpliquer, tout surligner. Alors que tu peux très bien imaginer ce que Obi-Wan a fait entre les épisodes 3 et 4. À ce titre, il y a un truc extrêmement mal écrit. Je ne suis pas scénariste, je ne me permettrai pas de donner des conseils. Mais dans l'épisode 4, il y avait ce moment où Luke était avec Ben Kenobi dans la hutte, là, enfin la cabane sur Alors, les Tatooine. 4 des films, pas de Oui, Oui, pardon. des films, ouais. Et où en fait Obi-Wan lui dit ton père a été tué par un jeune Jedi passé du côté obscur qui s'appelle Dark Vador. Et après, tu comprenais qu'en fait, le gars s'était perdu lui-même. Et tu le comprenais tout seul, alors qu'on était petit. Et puis Et là, t'as ce il l'expliquait dialogue en plus. lunaire dans le combat de l'épisode 5, où il fait « Non, Obi-Wan, tu ne m'as pas tué. C'est Dark Vador qui a tué Anakin Skywalker. » Tu fais « Sérieusement, t'as écrit ça et toi, tu l'as La joué voix. C'est pas possible d'écrire Même ça. C'est Mais Michel. surtout dans les- Mais c'est surtout interdit comme dialogue. Dans le retour du Jedi, tu avais justement cette confrontation entre Luke et le fantôme d'Obi-Wan, et Obi-Wan lui disait ouais bon c'était une métaphore. Mais oui, mais faut lire entre lignes, donc c'était- tout le monde avait Mais oui, compris la C'est le métaphore. fameux d'un certain Et- point de vue. Et, Bah et oui, de la bien même sûr. façon, quand il fait il voit Leia qui est un peu loin, elle joue malgré le fait qu'elle ait 35 ans, Juliana a raison. Et en fait, il fait, elle deviendra une grande combattante. Oui, on le sait. On sait que ça va être la princesse Leia. Et puis on le surtout, sait en fait. et surtout le truc qui- Et moi, je suis d'accord, mais alors, C'est- qu'est-ce que vous Il fallait pas parler. Et Pour moi, qu'est-ce que vous attendiez de la série? Mais parce que l'erreur, c'est Non. qu'il fallait En pas parler soi, de Leia. On n'avait pas ouais. besoin d'une aventure avec Leia qui explique pourquoi Leia obéit. Parce qu'en plus, elle dit vous avez aidé mon père. Elle dit Ouais. pas vous m'avez aidé. Et Sur l'épisode 4. Oui, mais si tu fais pas ça, Eh ben, Obi-Wan, tu il fait racontes- quoi? Il va pas Eh ben, cultiver tu des Bah non, mais ce que carottes, je te dis, la rébellion, genre comment il a aidé la rébellion à renaître. Ou tu racontes une tu vois, république qui s'effondre. puisque là, les Jedi sont plus là, etc. Genre comment la rébellion renaît, comment il. La rébellion, elle est pas si grande que ça dans l'épisode 4 quand ils reviennent. Hein. Ils sont Bah pas- oui, mais il y a quand même. grande, C'est ce qu'on nous quand raconte même dans là. Obi-Wan, en tout Mais cas, d'un côté. ce sera dans la série Andorre, ça. Ouais. Mais le Oui. truc de Oui. Ouais, bah oui, mais non, mais c'est le problème. En fait, Ah je oui. pense que c'est leur problème aussi, c'est qu'à mon avis, ils veulent pas se cannibaliser les uns les autres dans Ouais. les séries, et que du coup, tu dois être tu dois avoir un périmètre que tu dois pas dépasser dans ce que tu racontes, puisqu'il faut pas aller bouffer la nouvelle Mais série. tu quoi. sais, à la limite, ce que je perçois, entre guillemets, sur Obi-Wan, c'est quelque chose que moi j'ai vécu par exemple avec Buzz l'éclair hier. Je suis totalement d'accord. Ah, tu l'as avec vu, toi. t'es allé voir? Ouais, j'ai été le voir. Et au final, c'est que ouais, on veut tout te raconter de tout parce qu'il faut pas que tu aies une seule zone d'ombre dans ton esprit. Pour moi, Obi-Wan, vraiment, ça a marché de ouf parce que j'étais très content de voir que ah tiens, il y a le liaison, elle est faite, Et pour moi, il y a plus de liaison manquante. C'est pour ça Ouais, que mais saison 2, ce qui est c'est dommage, déroutant. ce qui est dommage en fait, je te rejoins sur le fait de ramener Leia, c'est que on savait très bien pourquoi elle l'appelait, enfin tu comprenais très bien pourquoi elle l'appelait, et après le problème que ça crée, c'est que quand Leia meurt, quand Obi-Wan meurt, excusez-moi, à la fin de Star Wars épisode 4,
Luke, qui connaît Obi-Wan depuis 20 minutes, est effondré. Léa, elle sent pas les flancs. Et c'est parce que c'est Carrie Fisher, elle s'en fout. Non mais voilà, Non, mais c'est vrai, ça crée quand c'est même bizarre. des choses. Alors qu'ils ont vécu plus de choses ensemble finalement. Et surtout, je reviens sur ce manque de mystique et de mystère, etc. Enfin, c'est aussi ce qui fait que les films sont chouettes, c'est que, en fait, quand tu construis l'écriture, pour l'écriture d'un personnage, quand tu racontes sa backstory, mais en fait, tout n'est pas à mettre dans le. Là, t'as l'impression dans la bouche des gens, quoi. Mais oui, mais là, t'as l'impression qu'on te déroule des fiches personnages, en fait. C'est vraiment mais en fait, quand elle avait 5 ans, elle a vécu ça. Ça va arriver. Hein. Là, ils ont créé. Là, il était entre deux films où il casse des bras. Surtout qu'Liam Neeson a dit, moi, je reviens si je rejoue Qui-Gon dans une série. Oui, mais Qui-Gon, je trouve qu'il y a peut-être plus de choses à raconter hors univers de ce qu'on va voir après, puisqu'en fait, il rencontre Anakin Skywalker dans l'épisode 1, donc on va pas nous raconter encore ce qui s'est passé, ou j'en sais rien, sa relation avec les midi-chloriens, je ne sais pas, mais je veux dire par là que, à mon avis, ça sera plus intéressant de faire une série Qui-Gon où on aura le champ libre pour le coup, parce qu'on n'aura pas peur d'aller bouffer genre la série de quelqu'un d'autre, ou j'en sais rien. Mais bon, après, à chaque fois, je dis, ouais, ce sera peut-être bien, et en fait, non, c'était pas bien. Donc, puis le truc qui est un petit peu embêtant aussi, c'est quand même quand la partie où il y a le plus de mise en scène dans la série, c'est le résumé de la prélogie au début. Où pourtant, en peu d'images, tu te dis, franchement, ça s'était bien foutu. Et tu vois la série derrière, même au-delà de ça, moi j'avais enchaîné l'épisode 4 de Obi-Wan avec l'épisode 1 de Miss Marvel, je me suis fait une déchirure. Vraiment, je me suis claqué en me relançant. Je me dis, oh la vache. Tu tentes des choses aussi. Bah ouais, mais sans aller, je me suis dit, je vais faire un grand écart, ça va. Tu vis avec panache, tu vois, c'est ça qui est beau. Moi, je suis assez d'accord avec l'ensemble de tout ce que vous avez pu dire. Vous savez que je suis un très grand fan de Star Wars, mais de l'univers étendu aussi, l'ancien et le nouveau. Tu vois, l'univers étendu, ça permettait aussi de développer l'imagination en fait, et de combler les trous sans avoir à se compter les surlignes. Mais très peu l'ont lu, c'est ça le problème. Et du coup, moi j'étais particulièrement. Je pourrais m'accorder sur le fait de faire des retcons et de tout expliquer, et que je trouve ça au final. Ok, c'est bon, vous avez corrigé le truc, machin. Et je vous rejoins aussi dans le fait qu'il n'y a pas besoin de tout expliquer. Moi, j'aurais pu pardonner énormément de choses, mais en fait, il y a un truc qui m'a vraiment posé un problème. C'est pour ça que j'avais titré la série la plus frustrante de l'histoire de la galaxie. C'est que le passage c'est sur le papier à on le met à l'écran, je le trouve d'une pauvreté incroyable. C'est-à-dire que je trouve que la mise en scène est éclatée. Les combats sont bien chorégraphiés, mais ce qu'on nous en montre en termes de mise en scène est nul. Ouais, le thème d'Obi-Wan de John Williams, c'est ok, et tout le reste, il y a toutes des musiques iconiques dont on ne se sert pas avant la dernière minute du dernier épisode. Est-ce que tu es capable de me rechanter le thème d'Obi-Wan? Ben non. Non. Et il y a plein de trucs comme ça où à chaque fois je me dis c'est un pétard mouillé, et à chaque fois j'ai l'impression que le soufflet retombe, et je suis très déçu. Et c'est pour ça que j'en veux à cette série, c'est parce qu'avec des personnages aussi emblématiques et qui ont autant de choses à finir, il y avait des choses à raconter. Plutôt que sur on nous parle sans arrêt des mêmes choses ou comme ça. C'est comme les Mario Bros. Tu vois, les Mario, il y en a depuis les années 80, et à chaque fois on se réinvente avec Galaxy, avec machin, avec truc. Ouais. Là, je trouve qu'on peut garder ça, mais il faut raconter autre chose avec eux. Et c'est là où ça traîne un petit peu la patte. Même quand on va aller piocher dans Rebels ou dans le dernier jeu Fallen Order ou comme ça, où on a vu des briques se mettre dedans. Là, on a des inquisiteurs, on dirait les chevaliers de Rennes. Mais avec un combat terrible à la fin. Ils servent à rien. Ouais, le combat, moi j'ai dit non. À un moment donné, Dark Maul, ils nous l'ont fait une fois, mais là pas deux. Le mec, il mais là, il est obligé parce qu'il est vivant dans Rebels, donc il est obligé d'être vivant. D'ailleurs, moi j'avais une pensée pour Qui-Gon Jinn, qui a vu près 3 personnages dans la série se faire empaler et ressusciter, alors que lui, c'est pris un coup, il est mort. Empalé fin du game. Non, mais ce qui illustre bien ce que tu dis en fait sur les bonnes idées qui sont mal transposées, c'est l'épisode 4 de la série, avec le flashback sur Reva, où tu dis, t'as moyen de faire un super truc, parce que l'histoire est quand même pleine de bonnes idées. Je trouve que c'est super mais c'est plat. Bah oui. Et ce qui manque aussi, qui est un tout petit peu effleuré, c'est ce qu'on voit dans l'épisode 1 avec les scènes d'exécution. En fait, c'est ça qu'on voulait voir. Moi, je voulais, parce que tu parlais de sabre laser. Des exécutions. Je voulais voir comment une démocratie sombre sous la dictature. Je voulais voir plus de l'oncle Owen, qui est vachement bien. En fait, Joel Edgerton, à chaque fois, on lui fait, tu sais quoi, viens juste 2 minutes. Alors que, en plus, c'est un super acteur. La tante Bérou, je crois qu'on l'aperçoit vaguement avec un flingue. Moi, je trouvais ça cool que justement, ils aient un petit quelque chose à faire. Ouais, mais ils avaient déjà un tout petit quelque chose à la fin de l'épisode 3. T'as envie de dire, donnez-leur plus, parce qu'en fait, jusque-là, l'image qu'on a de l'oncle Owen, c'est un énorme connard qui maltraite Luke Skywalker. Alors qu'en fait, et là, tu comprends qu'il voulait le protéger, machin. Il y avait juste un truc sur la relation entre Obi-Wan et l'oncle Owen à creuser.
et au lieu de nous montrer Leia qui court dans la pampa. Mais Oncle Owen, il a dit non, il a dit qu'il voulait plus entendre parler d'Obi-Wan. Ouais, mais on comprend pas pourquoi en fait. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Et moi, l'autre truc qui me saoule, j'en ai déjà parlé quand on a fait d'autres débriefs, c'est cette technologie volume. L'écran derrière. J'ai vu ce que tu avais dit, Je pense qu'on arrive aux limites. Ouais. De cette Et je suis désolé, quand c'est bien utilisé comme dans Batman, on le voit pas, super. C'est question de mise en scène encore. Mise en scène et de chef-op. Et là, j'ai l'impression qu'on met la caméra au niveau du regard et on fait champ contre champ, mais attention, faut pas montrer trop du décor parce que sinon, on voit qu'il n'y a rien sur les côtés, quoi. Et du coup, en termes de mise en scène, on est dans un plat. C'est l'encéphalogramme plat, tu vois. En plus, là, c'est un bon chef-op. C'est le chef-op des films de Park Chan-wook et de Last Night in Soho, donc il est vraiment loin d'être un manche. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que sur le coup, tu dis c'est super bien comme technologie, mais tu te rends compte que s'il y a peu de mise en scène, c'est juste, ça reste plat. C'est juste qu'il n'y a pas des incrustations dégueulasses comme tu pouvais avoir sur les fonds verts. Et on n'a pas parlé de la double ou triple fin, genre à rallonge aussi, où en fait tu penses que c'est terminé, mais non, parce qu'il y a le personnage donc de Reva. Alors qui va donc pour aller chercher Luke, mais tu fais, mais en fait c'est quoi ton plan? C'est genre de tuer le fils de la personne qui a essayé de vous tuer quand vous étiez enfant et qui vous a tué. Alors qu'il ne sait même pas que son fils existe. Alors qu'il sait pas, oui, et surtout alors que tu sais très bien que tu n'iras jamais jusqu'au bout de ça, puisque il y a un truc où est-ce que tu veux l'enlever pour réattirer Dark Vador. Mais en fait même ça, je trouve que c'est hyper cryptique la façon dont tu comprends même pas et puis vraiment le temps que Obi-Wan finisse son intrigue. Attendez, je finis mon intrigue, je passe dans l'autre intrigue. Tu fais vraiment genre attends, mais il y en a encore pour longtemps ou Contrairement à l'épisode 8, il avait encore de l'essence pour traverser la galaxie d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça fait penser d'ailleurs le truc que tu dis là sur le plan de Reva, ça fait penser à ce que j'ai vu un mème hier, sur Twitter, j'avais pas pensé à ça, c'est le moment aussi où donc le père adoptif de Leia envoie un message à Obi-Wan, c'est-à-dire un message non sécurisant en disant oui, si t'es pas là, je vais sur Tatooine chercher le fils de Dark Vador qui ne sait pas que son fils est encore vivant. Tu dis, ça a failli finir la très mal. galaxie a bien reçu ce message. Oh, je me suis trompé d'hologramme, excusez-moi. Ça mes contacts. Merde. Alors, pas de répondre à tous, s'il vous plaît. Non. Mais le personnage de Reva, moi j'aime bien. C'était pas. Oui, mais c'est pas inintéressant. Il y avait des idées d'ailleurs. Mais aussi fait embrocher et pas Qui-Gon. J'aurais aimé que les inquisiteurs, on les voit traquer des Jedi. À un moment, il y en a un et on le voit, il est mort en champ. Mais montrez-moi ce combat. Oui. Montrez-moi quelque chose. En fait, il aurait vraiment fallu faire Jedi Fallen Order avec Obi-Wan. Oui, quelque part, oui. Limite, il y a eu ça secondaire dans l'intrigue. Au lieu de copier-coller comme ça des scènes de mission dans le jeu, il aurait fallu prendre l'intrigue. Parce que c'est pas tellement dérangeant d'avoir une série qui vient s'intercaler entre deux films. Moi, ça me dérange pas, parce que oui, on sait qu'ils vont pas mourir. Bon, c'est pas très grave. Les séries animées l'ont très bien fait. Clone Wars l'a très bien fait, on savait très bien que l'Ordre 66 allait arriver, mais la série a su raconter quelque chose, a su en plus amener des personnages, a su amener Ahsoka, a su créer des choses et a su nous faire aimer des nouveaux personnages. Et là, moi je rejoins exactement tout ce que vous dites, c'est que ça manque d'âme, ça manque de saveur, ça manque d'écriture, ça manque de mise en scène. Je pense qu'on atteint la limite de l'écran LED là en 360 degrés du volume. On atteint les limites et ça se voit. Et là, c'était pas beau du tout. La série est pas belle. Elle est vraiment, vraiment pas belle. Alors que Mandalorian, ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'esthétiquement recherché, travaillé, pointu. Là, c'est pas beau. Et c'est comme tu dis, on a l'impression que c'est très plat. Et puis même eux, tu sens qu'ils y croient pas. Franchement, ils auraient dû plutôt faire ça sur un fond vert. Je pense que ça marcherait peut-être beaucoup mieux que là. Je pense que l'argument ils se sont trop reposés. C'était on est passé à autre chose que les fonds verts. Tu vas voir, on va voir le truc. Oui, c'est horrible. Et je pense qu'ils se sont trop reposés sur cette technologie en se disant ils vont faire un super taf sur le volume, etc. Et en se disant j'ai même plus besoin de faire d'efforts d'imagination. Alors, un effort d'imagination que tu es obligé de faire sur des fonds verts. Là, à mon avis, ils n'ont pas du tout fait l'effort. Ils se sont reposés sur le volume en disant c'est bon, ils feront tout en prévise, en post-prod et machin. Et du coup, ça se voit que ça fonctionne pas. Ils y croient pas, c'est pas beau et c'est tellement dommage. Alors qu'il y a des petites choses encore belles. Je trouve que les retrouvailles entre Hayden Christensen et Obi-Wan, elles fonctionnent. C'est les deux seuls acteurs qui arrivent à faire des combats au sabre laser, qui savent suivre une chorégraphie. Le combat dans le temple Jedi est super quand ils sont jeunes. Le combat dans le temple, le petit robot, le petit Weebo là de Lola. Moi, je trouve ça mignon. Enfin, tu vois, il y a des mais c'est pas le truc qui va le plus se on n'en vendra pas. Ah bah non, ça c'est sûr. Le petit chat ressemble au robot de Flubber, je trouve. C'est marrant. Mais oui, en fait, il y a toujours un truc de c'est dommage.
Oui, c'est ça. C'est le Le fameux soufflé qui. c'est C'est pour ça ça. le coup frustrant, et je vois totalement. Je me demande si ce serait pas le moment de faire un spin-off sur la Cantina Band, le rockstar de l'espace. Tu vois, genre Ils l'ont une fait. série. Ils l'ont fait Ah, dans bon, les, bah, bon, dans bah, alors, les Star Wars Vision. Oh là là. Ils ont T'as vu fait des Ah oui, précurseurs. Eh ben voilà. Rhapsody Il était façon. fait un gamin qui Parce que- veut faire un groupe de rock devant le Jabba. Enfin, Parce que moi c'était ce que je voulais voir en fait Alors, à l'époque où il c'est parlait de une faire un blague, film mais- Obi-Wan, c'est-à-dire de faire un film où un mec C'est ne la fout réalité. absolument rien de ses gens dans sa grotte. Il va boire des coups à la cantina, puis d'un coup il fait 2-3 notes sur leur clavier, puis ça devient le truc de la cantina. Je me suis dit à la limite, faites un truc un peu rigolo, un peu décalé sur parce qu'on partant du principe que le mec en fait est resté dans une grotte pendant 30 ans à ne rien faire. non, forcément, il a fait des Ce sera Vous pour la savez, saison 2. Ce qui serait drôle, c'est une comédie de bureau dans le vaisseau de l'Empire. C'est pas Bah mal. oui. Ce serait Mais nous, on les Bah, fait, ça hein, si s'appelle vous voulez. pas, The Office dans le vaisseau de Putain. l'Empire. Space Office, ça s'appellera. Oui, Space Office. Mais ils avaient fait à l'époque de Star Wars épisode 7 avec Adam Driver, Le patron incognito. Ouais. Patron Incognito en Ouais, parodie. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, moi je pense que le vrai problème d'aujourd'hui, c'est que maintenant, le moindre connard en fond d'écran, il peut faire une série avec. Et c'est valable pour toutes Ouais, les ouais. licences. Connard, Et c'est ça qui est un peu chiant. Le moindre figurant, tu veux dire. Ah oui, d'accord. Oui, Oui, je crois que c'était n'importe Non, mais qui, le en fait, moindre pouvait écrire. Pékin de Pardon. personnage qui Parce a que eu moi, j'ai 3 pas les droits. Hein, pour minutes l'instant. d'antenne. Pour le Moi j'ai coup, essayé, ils m'ont pas répondu. Mais non, mais Ça coûte un peu voilà. cher, quand Et en même, fait, hein. le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve à commenter, comme tu disais, des fiches perso, et on est obligé de tout nous raconter, et donc plus de place à l'imaginaire. Et c'est vraiment chiant. Et le cinéma, j'ai l'impression que là, depuis 2-3 ans, il est bloqué, même les séries. Parce qu'après, toutes bloqué les, là-dedans, toutes les quoi. grosses franchises, et ça vaut aussi bien pour Star Wars, Marvel, que même DC, je pense, en fait, ça passe par 45 niveaux de validation. C'est-à-dire que tu as le marketing, les commerciaux, les costumiers, il faut que ça plaise aux enfants entre 0 et 3 ans, aux adultes et même aux vieilles personnes. Bah, au bout d'un Tu moment, en sais fait, tu arrives sur un truc hyper fade. Mais moi, Tellement. je suis étonné, c'est Très qu'Harry Potter, avec leur catalogue, ne soit toujours pas sur le créneau en mode la vie de Rogue, la vie d'Hagrid, la vie de machin. Ah, mais est-ce que Et ce qu'ils serait nous vraiment inondent intéressant avec ça, quoi. Est-ce qu'ils arriveraient à en faire quelque chose de vraiment intéressant? Mais non, Enfin, sur les animaux fantastiques, ils ont du mal. Ce que j'allais dire quand tu vois les animaux fantastiques. Obi-Wan Kenobi qui n'a pas su trouver notre cœur, J'avais un si, le mien. sauf hein. celui de Ted. Un dernier petit truc justement, c'est alors j'avais la plaquette avec moi, j'ai oublié de la porter. En fait, à partir de demain, il y a Panini Comics qui sort 10 comic books assez iconiques autour de Dark Vador. En plus, Ah. c'est une collection qui est assez. je Mais crois que c'est- les comics, par contre, depuis que Marvel a repris tous les comics Star Wars, il y a des bangers dedans. Hein. Ouais, bah là, en fait, c'est plus des anciennes. Il y en a un notamment qui s'appelle La Purge de Jedi. Ça fait écho justement à ce qui se passe après l'épisode 3 et Obi-Wan. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Dark Vador au-delà de la série, il y a pas mal d'histoires intéressantes qui ont été inventées justement et que ça rejoint l'univers étendu. Et donc, c'est à partir de demain, et je crois qu'ils en sortent 10 à 7 € chacun. Donc, si vous voulez prolonger cette histoire. Mais ça, c'est un des points positifs aussi d'ailleurs de la série, c'est Dark Vador. Parce que là, il est vraiment au sommet de sa puissance et bien. j'aurais aimé en voir plus d'ailleurs. Mais ça, c'est un des. Les news un des sont à points- donner en Pour moi, continu il est ou pas pas de trop Rogue One. Non, il faut que je vois. Oui, mais Rogue One, c'était tellement inattendu. Je peux pas permettre de juger ça. Rogue One, 5 secondes, Rogue One, il a c'était fait. génial. C'est le Vador, tu vois. Mais Et dire que c'est Disney qui a voulu retourner ces scènes-là. À la base, elles n'étaient pas du tout dans le film. Hein. Donc, Non, on à dirait- la base, c'était juste une ombre, genre une Ouais, ouais. menace invisible en Et fait. puis, on disait Vador. souvent à Disney, ils ont acheté Star Wars, le Mickey va pourrir le truc. Finalement, ça a été l'une des scènes les plus iconiques du film. Quoi. D'ailleurs, Voilà, mais du coup, voilà, ça manque de noirceur dans Obi-Wan aussi. C'est trop lisse, c'est trop Bah, enfant. alors, sur nous, Star c'était- Wars, alors que il c'est est pas l'époque où assez, tu ouais. peux faire le plus de noirceur, Mais oui. l'entre-deux, épisode 3 Il y a 4. tellement de choses à faire. franchement, l'épisode 3, quand Vador arrive, j'ai l'impression que c'était vraiment un cosplay. Quoi. Ah ouais, t'es violent. Ah, je crois que vraiment, je crois que Il y a tu limitais ce le petit monsieur. moment où il étrangle des villageois qui est pas mal, où tu dis, Oui, on ça va commence à mieux. toucher le côté Ouais. obscur, là, Ouais, c'est pas là, mal, ça c'est va pas mal. mieux. Et puis en fait, après, Oui, mais on passe n'y à- reste pas. on n'y reste pas. Il y a un truc. Bon, un peu- Après- on va pas épiloguer comme ça. En tout cas, a priori, il y aura une saison 2. Hein, voilà. Pourquoi On confirmé verra, on encore, s'en hein. reparlera Oui, à ce c'est pas moment-là. encore. Ouais, mais à c'est la pas encore base, en fait, confirmé, ils hein. prévoyaient de faire une trilogie de films et les événements de la saison 1, c'était les événements du premier film. Donc ils avaient des pistes pour les films 2 et 3 qui seront sûrement les On reverra saisons Obi-Wan couper de la viande pour son cheval, et j'espère que c'est ces palpitants qui seront. Putain, ça, c'était 2. vraiment bien. Normalement, il y aura l'oncle Owen qui fera casse-toi de chez moi. Et après, il se sera fini. Il sera plus là. Est-ce qu'on le verra prendre l'apéro avec Oncle Owen en voyant le C'est avec le lait dégueulasse là, Ah de oui, l'épisode le 4. bleu là, quelle horreur. Peut-être qu'ils feront une pétanque de l'espace hein, Ouais. dans Tatooine. Tatooine, très bonne planète à pétanque hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Tatooine Petite qu'on partie a, de tennis aussi sur terre battue. qu'on a juste vu tout le temps, depuis le début, Mais sans arrêt. Tatooine qu'on aimerait ne plus voir. Il y a le clairement. même décor de marché aussi que tu retrouves dans toutes les séries. Je pense qu'en Ouais, fait, c'est- je pense que tu vois Boba Fett quelque part dans le coin sans faire gaffe. Et là, des planètes, t'as que Tatooine et Mustafar, en fait. On Ouais. y réfléchit. Non, et t'as la planète Eldiran. Brennerienne, là. Ah oui, le truc de Fallen Order, ouais, ouais. justement. Ouais. Sinon, oh là là. Il est 18h et c'est le journal des sorties. Jingle.
La parole est à Mégane qui va nous faire le débrief des 5 incontournables de la semaine. Et ça commence au cinéma avec... Les Mignons 2. Voilà, il y a un Mignon 2. Eh oui. C'est celui-là le meilleur. Moi, j'ai Un celui de Mignon Ted. deux. Je sais pas si on peut le... Oh merde. C'est Une toi, Europe très saillante. c'est toi quand t'étais jeune. Je sais pas si on peut zoomer, mais c'est Ted sans la barbe. Il y a quelque chose. Hein. Je prendrai ce crayon à la fin. Donc, sorti les au Mignons cinéma Les Mignons 2, qui sort donc demain. Et donc, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Hein, c'est Il était une fois Gru. On est plongé dans les années 70. Gru est jeune. Gru vit en banlieue, avec jean en pâte def, chevelure pleine de fleurs, etc. Et en fait, il prévoit un plan ultra machiavélique pour rejoindre un groupe de super méchants qui est connu sous le nom de Vicious Six. Et donc, il est très fan de ce groupe de super méchants et il va tout faire pour le rejoindre. Voilà, Les Mignons 2. Est-ce qu'on a envie de le voir, Johan? Alors, écoute, oui. Au-delà de tout le temps qu'on a passé avec Emmanuel, le Mignon 1 m'avait un peu fait chier, je dois avouer. Ah bon, il dit ça parti. Non, on en a déjà parlé. Il va re-rentrer, là. C'est nul. Une amitié brisée. Je lui avais déjà dit, j'aime beaucoup les Moi Moches et Méchants. Le Mignon 1, peut-être parce qu'il y avait trop les mignons. Moi Et aussi. là, en fait, je pense qu'ils vont réussir à trouver le bon équilibre et qu'il y a un peu plus Gru. Et j'ai pas eu le temps tout à l'heure de citer le casting vocal VO, mais il est juste dingue. Il y a Jean-Claude Van Damme, Merci. il y a Steve Carell, Merci. Dolph Lundgren, Danny Trejo, Lucy Lawless. C'est Zéna la Expendables. C'est guerrière, Expendables, qui vient. en fait, le Il truc. y a Michelle Yeoh, il y a Julie Andrews, Mary Poppins, Ouais. et il y a Risa qui fait un personnage et une partie de la musique. Donc rien qu'en VO, c'est pas mal. Et en VF, il y a Gérard Darmon qui fait le méchant, et je me dis sur le papier, ça marche quoi. Voilà, donc très curieux. Donc c'est du oui. Mégane, Bah oui, curieuse aussi. Hein. Curieuse. On aime bien Les Mignons. Bien sûr. Ted, bien sûr. Sûr. Genius. Ouais, j'ai pas osé en parler avec Manuel aussi. J'adore les mignons, mais pareil, le premier film m'avait un peu légèrement ennuyé. Peut-être un peu trop, mais sinon, j'adore les mignons. Je vais y aller évidemment. Bien Juste pour le design. Pour l'intérêt. Juliette. Évidemment, je ne m'ennuie pas devant Les Mignons, puisque je ris à chaque réplique Tocata la banana. Et j'irai en VO, je pense, parce que le casting en VO est Et plutôt sexy. Merci. Max. Un peu pareil que Johan et Genius, c'est que j'aime bien Les Mignons, mais le premier film, je me suis dit, peut-être que c'est mieux quand il reste secondaire. Et en même temps, tu vois les images de ça, tu te dis, on va forcément se marrer. Donc, ouais, je suis chaud. Passe un moment, quoi qu'il arrive, mais bon. Toujours au ciné, Mégane. Toujours au ciné. Alors là, c'est ma pépite de Cannes 2021, donc qui sort enfin au cinéma en France. Ça s'appelle After Yang. C'est un film de Kokonada, donc je sais pas si c'est un artiste réalisateur qui avait déjà fait le film Columbus, si jamais vous l'aviez vu, et aussi co-réalisé la série Pachinko qui est sur Apple TV+ et que je vous recommande également. Un petit bijou. Et qui est un petit bijou. Et donc le film est avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Justin Min et Hailey Lou Richardson, et aussi une toute petite actrice très talentueuse qui s'appelle Mali Emma, et je vais très mal prononcer son nom, donc je vais m'abstenir, je suis désolée, mais elle est géniale. Et donc on est sur un film d'anticipation qui est adapté d'une nouvelle dans un futur proche où chaque foyer possède un androïde domestique qui sont appelés des technosapiens. Et en fait, dans la famille de Jake, donc Colin Farrell, Technosapien s'appelle Yang et il veille sur la petite qu'il a adoptée qui s'appelle Mika, et en fait il y a un jour où Yang va capote, voilà, il ne fonctionne plus, on ne sait pas pourquoi, il est off, plus de piles, plus de batterie, et en fait il va essayer de comprendre pourquoi l'androïde s'est complètement éteint, et en fait il va comprendre que cet androïde avait beaucoup plus d'importance qu'il ne croyait, notamment pour l'éducation de l'enfant, mais aussi pour les liens qu'il tisse avec la famille. Et c'est vraiment un superbe film avec une séquence d'introduction qui est géniale, une séquence de danse qui est vraiment hypnotique, qui est superbe. Donc voilà, donc c'est un superbe film. Vraiment, si vous aimez la SF, tout ce qui est Blade Runner, les réflexions sur ce qu'est vraiment être un être humain, ce que peuvent apporter les technologies et les androïdes, c'est super intéressant et c'est très très beau. Westworld, tout ça. Ouais, voilà. Johan, est-ce qu'on a envie de le voir? Alors, je l'ai vu. Je plus sois tout ce qu'a dit Mégane. À un moment, dans la bande-annonce, je ne sais pas si on arrivait à lire parce qu'on était devant, mais il y avait marqué quand Blade Runner rencontre Terrence Malick, et c'est vraiment ça. Sur l'affiche, ouais. C'est-à-dire, c'est comment c'est un film qui te raconte si une machine commençait à avoir une âme, ça ressemblerait à quoi. Et c'est vachement bien fait.
Et moi, j'ajouterais qu'une petite touche de Ex Machina et de L'Homme bicentenaire, c'est un peu un truc qui est au croisement de ces 4 films-là et qui en même temps a sa propre identité. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un univers dans lequel on te plonge sans avoir un espèce de texte explicatif au début qui dit en 2029, l'humanité a acheté des androïdes et machin truc. C'est qu'en fait, tu rentres dans cette histoire et par petites briefs, tu comprends pourquoi il y a des androïdes, comment ça marche, machin, les relations entre les gens. Et ça te montre aussi des humains qui se déshumanisent et des androïdes qui sont plus humains que nous. C'est vachement intéressant. Vraiment, on fera une série pour savoir comment, pourquoi. Et comment, pourquoi, exactement. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est tellement beau. Donc c'est un oui. Très joli film. Conseil de Johan. C'est un oui. Conseil de Mégane. Oui, c'est un oui. J'ai envie de Ted. Ah ouais. Ouais, j'en ai entendu parler et j'ai revu l'affiche et j'ai revu cette fameuse critique quand le Blade Runner rencontre Terrence Malick. Et non, bien chaud, l'affiche magnifique. Colin Farrell, je sais pas, j'espère qu'il est très, comme d'habitude très très grand. J'aime le pitch, j'aime l'histoire. Je pense qu'un univers assez extraordinaire, donc très chaud. Tout ce que j'aime. Juliana. 100% oui, bien que je vous déconseille de regarder la bande-annonce que moi j'ai vue au ciné et qui raconte la totalité du film. Ah ouais, je pense. Non, mais vraiment, la bande-annonce va très 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 loin et donc mais attends, mais moi je veux pas voir ça, je veux le découvrir en regardant le film. Le film est pas long, en plus il dure 1h35, donc c'est 100% oui, mais évitez de regarder la bande-annonce longue. Si t'es en séance, oui voilà, fermez les yeux. C'est moi. Éteignez. Max. Moi je l'ai vu aussi, donc je vois totalement ce qu'a dit Mégane. Et il y a un autre truc qui m'a marqué, et ça vient pas de moi, c'est le distributeur du film à l'avant-première où j'étais qui l'a dit. En fait, c'est que c'est un film qui te montre un futur, mais qui est pas un futur déprimant que tu vois dans tous les films de SF en ce moment. C'est un futur qui est très lumineux et très doux. Et ça change quelque chose. Il n'y a pas d'invasion. En général, de dans la robots tueurs. science-fiction, l'androïde et l'humain, ils sont pas copains. C'est post-apocalyptique généralement. C'est la confrontation totale. Alors que là, on peut vivre ensemble, cohabiter et coexister. Ouais. On reste au ciné. Ouais, alors là, pareil, c'est un film que je conseille, mais c'est. Oh, si, il est bien quand même. Ah oui, mais il ne faut pas le conseiller aux enfants. Non, j'allais y venir. C'est donc un film interdit aux moins de 16 ans avec avertissement. Ah oui, vous ne trompez pas si vous allez voir les mignons avec les enfants. C'est pas un film que tu vas pas après les mignons, quoi. Voilà. Ni après manger. Oui. Et donc, ça s'appelle The Sadness. C'est un film qui avait été présenté au festival de Gérard May. Pour moi, un film de Robert Jabaz. Et donc, on est 1 an après une lutte contre une pandémie qui a des symptômes à peu près bénins au début, puis après, ça part en cacahuète, évidemment. Et donc, le virus va muter. Et ça va donner vraiment naissance à un fléau horrible qui va se propager dans la population. Et ça donne des séquences assez hard. Il y a vraiment des séquences qui sont très dures à regarder. Mais c'est un film trash, quoi. Mais là, on est vraiment dans le sens trash, quoi. C'est pas le film taïwanais, non. C'est taïwanais. C'est celui-là. C'est celui-là, j'ai entendu parler. Le réel est canadien. Dès que j'ai entendu parler, je veux le voir. Un film de zinzin. C'est pour moi. Mais il faut le voir. Mais si vous avez plus de 16 ans, voilà. Moi, j'aime les films asiatiques pour ça, s'ils vont loin, ils vont dans les choses. Ils cachent pas la caméra, tu vois. Ça, c'est bien. Un méchant qu'on aperçoit au bout du couloir, là. Le méchant, il est terrifiant, ce méchant. Et donc, c'est un vrai film de dégénéré, moi aussi je l'ai vu. En fait, au moment où il fallait mettre ma note, je savais pas quoi faire parce que d'un côté, tu dis dans son genre, le truc est parfaitement réussi, et en même temps, ils vont tellement loin que tu dis, là, les gars, vous allez peut-être un peu trop loin. Donc, j'étais un peu pris entre les deux en me disant, est-ce que c'est un film malsain ou est-ce que c'est un film hyper réussi ? Et le titre qui paraît très étrange, The Sadness, on le comprend au cours du film, et en fait, il faut savoir que c'est un virus qui libère les pulsions les plus sombres des êtres humains, quoi. Et c'est dégueulasse. Est-ce que c'est conseillé ? Si vous aimez le genre, mais ça va très 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 loin. Ça va très très loin, mais c'est oui. C'est oui aussi, pour public averti, vraiment. Pour public averti. Moi, je suis averti, c'est bon. Tu es averti, donc tu vas, c'est un oui. Ça, c'est un oui. On m'en a parlé, j'ai juste trop hâte de le voir. Moi, j'adore ça quand ça va à fond. Et et ça sort quand ? Demain. Oh putain. Et demain soir, c'est pour moi. Bien, à 4 balles, on y va. On se le fait. Trop hâte de voir ça, ça a l'air vraiment canon. Et en plus, avec ce que vous rajoutez comme petite couche de prévention, c'est parfait. Max ? Moi, je l'ai vu, comme dans la Cité de la Peur. C'est une véritable boucherie. Voilà. Mais je m'attendais j'avais pas un truc beaucoup plus complaisant que ça. Et franchement, à chaque fois, il est à la limite. À chaque fois, ils ont un pied dans la complaisance. Je pense qu'ils ont recadré des images parce qu'il y a des moments où tu dis, c'est pas loin. Ah oui, c'est pas que du gore. C'est pas des scènes comme ça. On parlait avec le Covid, clairement. C'est pas du grossier, c'est pas juste du grossier. Oui, c'est pas juste on arrache les yeux pour. Ok, parfait. Mais c'est pas un film de zombies, parce qu'on pourrait croire. Oui, non, mais c'est plutôt d'infecté, on m'a dit, avec un twist un peu étrange.
Ah, en Voilà. plus. On quitte le ciné pour aller sur Netflix. Oui, avec un film d'animation qui s'appelle Le Monstre des mers. Donc ça, c'est un film qui est du cinéaste américain Chris Williams qui nous avait fait Vaiana, la légende du bout du monde. Et ben là, on reste un peu dans les aventures en mer, donc avec une sorte de chasseur, enfin une histoire de chasseur de monstres, tout simplement. Et j'ai vu quelques images, j'ai pas fini encore le film, mais c'était plutôt sympathique comme histoire. Et ça sort le 8 juillet sur Netflix. 8 juillet sur Netflix. Johan, film d'animation. Vaiana étant depuis sa sortie mon Disney préféré, oui, totalement oui. Voilà. C'est un oui. Donc, Faut que je le termine. tu termines, mais c'est plutôt bien engagé. Ted. On dirait que c'est Simbad, les 7 légendes, donc je t'avouerai que je vais peut-être regarder, voir un peu. Parce que j'ai bien aimé ce Simbad, donc pourquoi pas, s'ils affrontent 7 créatures différentes, c'est peut-être pas mal. Interpellé. Ouais, chaud, je disais à Max, on dirait dragon, ça fait un peu dragon. L'affiche, l'affiche. Oui. Donc, ouais, bien sûr, très chaud, bien sûr. Ouais, très Sur chaud. Netflix. Banco. Banco, ok. Ouais, pareil, ça m'intéresse pas mal. Eh bien, décidément, on est tous très alignés cette fois. Sur Disney Plus maintenant. Peut-être qu'on va encore être tous alignés. Sur Disney+, à partir de demain, on a la mini-série Pistol, donc qui revient sur les débuts du mouvement punk et évidemment du groupe Sex Pistols, avec les 4 membres originaux, voilà, la construction du groupe, etc. Donc c'est une mini-série. On a un très beau casting aussi. On a Maisie Williams, donc Game of Thrones, Thomas Brody Sangster, Game of Thrones aussi. Game of Thrones aussi, mais bon, plus le labyrinthe, tout ça. Et puis le jeu de la dame aussi, il était dedans. Donc voilà, donc si on revient sur la fondation de ce groupe légendaire, les débuts du mouvement punk, et c'est inspiré, en tout cas basé sur les mémoires du membre fondateur du groupe, Steve Jones. Donc voilà, c'est quand même vachement bien documenté, vachement bien fait, et c'est rock'n'roll quoi. Les Sex Pistols. Et c'est même punk. Johan. C'est un oui. C'est un oui. Oui, très envie de Mégane, voir aussi. c'est un oui. Ted. Non, pas le temps. C'est un non, pas le temps de ce côté. Un curieux. Un curieux. Ouais. Un 100% oui. 100% oui. Moi, c'est du rock et Danny Boyle. C'est Oui, Danny Boyle, forcément. ok, C'est oui. Danny Boyle Oui, pardon, j'ai oublié qui de produit, préciser, qui ouais, réalise. Danny Boyle. Alors, Bon, bah, chaud, 200%. alors. Voilà. C'est ça qui revient. C'est bon, remets-moi. Je peux changer ma voix. Remets-moi. Ok. Disney Boys, Plus. famille. Donc, Pistol. On enchaîne en bref. En bref, Les autres sorties, Mégane. les autres sorties ciné, on a le nouveau film de François Ozon, Peter Von Kant, avec un très beau casting, Denis Ménochet, Ah bon. Isabelle Adjani, Kaline Bengarbia qui était dans la série Scam France, mais aussi Les 7 vies de Léa sur Netflix. Et donc si on aime l'univers de François Ozon, je pense que c'est pour vous. On suit un réalisateur à succès, donc Peter Von Kant, comme son nom l'indique, qui vit avec son assistant. Donc c'est sur sa vie, son œuvre de ce réalisateur, Peter Von Kant, qui va partager son appartement avec son assistant. Et alors, au-delà de François Ozon, il y a aussi Denis Ménochet. Moi, c'était pour Ouais. ça que C'est c'est pour ça que j'ai C'est ça. envie de le voir. J'ai pas vu le film original de Fassbinder. Non, moi, Et j'y vais pas tant pour Isabelle Adjani que moi, Denis Ménochet, chaque fois qu'il apparaît quelque Ouais. part, je suis scotché. Il est électrisant. Et ouais, non, mais c'est dingue. Et puis, en plus, on a son contact, il va falloir qu'on l'invite sur ce plateau pour Ça faisait qu'il longtemps. vienne Ah, après. oui. On adore Denis Il y a Ménochet. un acteur Mais français oui. qui est tourné dans un Tarantino. Ouais, par Ouais. exemple. Monsieur la patrie. il sera dans le prochain film de Ari Aster, donc Hérédité, Ouais, tout à Midsommar, fait. tout ça. Et il a 2 films cet été. Enfin, il y a celui-là, il y a Asbestas. Asbestas, voilà, qui a D'ailleurs, aussi souvent, complètement les fou. bandes annonces sont souvent l'une derrière Oui. l'autre. Et tu fais, mais il est dans tous les Ouais. films ou... Et là, ça tant fait mieux. plaisir. Ouais, bah, Là, en Tant plus, mieux, sur la bande-annonce de tant mieux. Peter Von Kant, c'est marqué que c'est un de ses meilleurs rôles. Tu dis, si c'est vraiment ça, Ouais. ça doit être quelque chose. Moi, pour Denis Ménochet, à fond les ballons. C'est quoi, il était extraordinaire, c'était jusqu'à la gare. Non, Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, c'est ça. Ouais. Quel C'est film. fou, On lui a volé son César. Ouais. Oui, c'est clair. C'était lui, franchement, incroyable. On reste au cinéma. Au cinéma toujours, une comédie qui s'appelle I Love Grease avec Stacey Martin et Vincent de Dienne, moi, que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. On est sur une comédie familiale, de couple en tout cas, où ils passent des vacances à Athènes et puis tout part en vrille quand la famille se ramène. Sur Netflix, je vois Les Liaisons Dangereuses. Ah oui. Alors, Les Liaisons Dangereuses, on connaît tous le roman le de ouais. Chaderlos de Laclos. Là, c'est une revisite de ce classique de la littérature, version 2.0, version teenage, version influenceur, à Bordeaux. Enfin, sur la côte basque. Non, c'est Voilà. pas pareil du tout. Comment Il y a 200 km entre les deux. Oui, enfin. Oui, j'allais dire. Plus à Bordeaux, pardon. À Bordeaux. Excusez-moi, pardon. Donc à Bordeaux, voilà. Là-bas, et c'est quoi. porté Je par, ne suis En Alsace, à Bordeaux. porté par l'influenceuse Paola Locatelli. Donc voilà, donc c'est un film, hein, c'est pas une série, ça sort vendredi. Version teen, version Les 2020. Une version Liaisons 2.0. Connexion dangereuse. version, Dangereuses Voilà. à découvrir sur Netflix. Ouais. Sur Netflix, il y a une autre sortie.
Oui, le même jour, vendredi, La nuit sera longue, une mini-série espagnole où un groupe d'hommes armés va essayer d'infiltrer un centre pénitentiaire et psychiatrique pour aller chercher un dangereux tueur en série. Le pitch est pas mal. Je suis curieuse, parce que bon, on sait jamais trop avec les Espagnols, ça peut être soit bien, soit un massacre. Mais bon, vu que c'est une mini-série, je me dis que voilà, ça va être. En fait, la mini-série passe tout le long de la nuit, enfin comme son nom l'indique. Hein, la nuit sera longue, donc je me dis que ça pourrait être intéressant. À voir. À voir. Toujours sur Netflix. Toujours sur Netflix. Autre série, toujours vendredi, avec Lana Condor qui était l'héroïne de la trilogie de Teenage à tous les garçons que j'ai aimés. Là, elle bascule un peu dans la comédie fantastique. Ça s'appelle Bo Bitch. Et en fait, c'est une lycéenne. Comment tu dis? Bo Bitch. Bo Bitch. C'est une lycéenne qui va, en pleine nuit, se transformer en fantôme. Voilà. Ok. Comme ça. Non, il y a quelque titre est chose qui se génial. passe. Il y a un événement, mais bon, on peut pas le dire. Le donc- titre est assez génial. Le titre est cool, Boo Bitch. Donc voilà, il se passe un truc pendant la nuit, elle est avec sa pote elle est dans la forêt et elle se transforme en fantôme et donc elle va devoir gérer son nouvel état de fantôme. C'est plus rock que Casper. Oui, c'est un Casper version. Voilà. Séance de rattrapage sur Canal+. Oui, avec un très bon film, Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, qui est disponible dès maintenant sur MyCanal. J'ai entendu du oui de ce côté, Juliana. Moi, ça reste encore, je pense, mon méga coup de cœur de cette année. Enfin, alors, il est dans le top 5, c'est sûr. Dans le top 3, c'est sûr aussi. Mais vraiment, regardez ce petit bijou. C'est magnifique. Et en plus, moi, je trouve ça très beau. Un très beau personnage. Là aussi, un très beau cinéma. Max, ouais, j'étais un peu fâché avec Paul Thomas Anderson sur ses derniers films que je trouvais un peu trop parfaits, trop carrés, tout ça. Et là, je retrouve un peu ce qu'il faisait plus à l'époque de Boogie Nights que j'adore. Et puis on découvre deux acteurs, Alana Haim et Cooper Hoffman, qui est le fils de Philip Seymour Hoffman, et qui c'était leur premier film de cinéma. Ils sont bluffants, vraiment. Rien que pour eux, ça vaut le coup. Licorice, comment vous dites? Licorice. Ouais, vous le dites en italien. Ok, Licorice Pizza. C'est bon. Ah, non, mais parce que j'étais en Italie il y a pas longtemps. C'est vrai. Non, mais ça sent. Les photos sur Instagram. J'ai entendu. Je poursuis avec deux histoires vraies qui sont assez étonnantes. D'abord sur Apple TV+, avec Blackbird, donc c'est une série avec Taron Egerton et Ray Liotta, qui sort vendredi aussi. Et donc c'est l'histoire vraie de James Keane, qui est quelqu'un qui était en prison et à qui on a proposé de sortir de prison s'il arrivait à avoir des aveux d'un tueur en série. D'accord. C'est Le titre intéressant. Autre histoire vraie. Il faut juste préciser que c'est la première supervision de Denis Lehane, qui a écrit Shutter Island, Mystic River, God Baby Gone et tout ça. Qui est juste un des plus grands romanciers de polar américain actuel. Donc ça peut être pas mal. C'est le dernier rôle de Ray Liotta? Et c'est le dernier rôle de Ray Liotta, effectivement. L'autre histoire vraie est beaucoup plus glaçante. C'est une série qui s'appelle The Girl from Plainville, qui sera diffusée sur Starzplay, qui est aussi disponible par MyCanal et Canal+ Série, qui sortira dimanche. Et c'est avec comment elle s'appelle déjà, Elle Fanning. Merci beaucoup. Et donc en fait c'est sur une histoire de Jessie Baron qui avait convaincu par SMS son petit copain et elle l'avait poussé au suicide. Voilà, donc attention, c'est un sujet très très dur. Mais c'est une histoire vraie. Elle avait poussé son petit copain à commettre l'irréparable. Et donc la série va explorer la relation entre cette jeune femme et son petit copain, comment elle a réussi à le manipuler, comment elle a réussi à le faire passer à l'acte, et aussi toute la partie judiciaire, comment elle a été condamnée, etc. Donc ça revient vraiment sur toute l'histoire. Johan? J'avais noté que moi ça m'intéressait, mais ouais, et Elle Fanning qu'on a connue toute petite, toute angélique dans Super 8 et machin, et de l'avoir passée du côté obscur, là elle est terrifiante sur l'affiche, donc ça peut être vachement bien. On termine par une sélection VOD. Sélection VOD avec un film d'ailleurs que moi j'ai beaucoup aimé, que j'avais raté à Cannes mais que j'ai rattrapé au cinéma, qui s'appelle Rien à foutre, qui sera dispo dès demain en VOD avec Adèle Exarchopoulos qu'on aime beaucoup, et elle incarne une hôtesse de l'air qui est à la dérive. Elle bosse pour une compagnie low cost et les restrictions budgétaires font que son métier est de plus en plus compliqué. C'est une jeune qui passe son temps à faire la teuf et qui a du mal à joindre les deux bouts et à... Très beau portrait de génération. Très beau portrait de génération. Le film est beau. C'est pas un film très narratif, mais il a un vrai ton. Il raconte vraiment. Rappelle le titre. Rien à foutre. Rien à foutre. Et enfin, Goliath, donc un film qui sort en VOD à partir du 9 juillet. C'est avec Pierre Ninet, Gilles Lelouch, entre autres. Et en fait, on suit trois personnes dont les destins vont être liés par rapport à un acte radical d'un anonyme. Et ça mêle
l'écologie, la justice. Voilà, donc c'est un thriller assez dur, mais plutôt bien porté. Et Gilles Lelouch ne fait pas le méchant. Et non, pour une fois, et non, c'est c'est bien gentil. miné. C'est bien miné le méchant. Ouais. Et c'est pas un spoil. C'est pas un spoil, on le sait directement, même dans la bande-annonce. Merci beaucoup, Mégane, pour ce journal des sorties. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation à cette émission. Merci aussi derrière votre écran. On fait un petit coucou, évidemment, à Paul, Jérôme, Rémi et Latifa, qui sont derrière les caméras. Nous, on se retrouve la semaine dernière pour la dernière de la saison. La semaine dernière. Excuse-nous, Ténet. On est en retard. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. En attendant, ce soir, pas de Before, c'est le récap. Et le réac. C'est rien cette nouvelle émission. Elle est fatiguée un petit peu quand même. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. C'était